Et une autre chose qui est très importante, c'est qu'il comptait. Et, disons, les gens sentaient qu'ils pouvaient exercer une influence sur l'avenir. Et n'était pas simplement que les domestiques d'avant, et c'était maintenant un groupe social qui comptait. On traitait autrement les ouvrières et les domestiques. C'était pas quelque chose de négligeable, et maintenant on s'adressait à eux comme messieurs. Ils se promenaient la tête haute, on sentait qu'ils comptaient, il était un gouvernement, c'était notre gouvernement. Et je pense que cet élément c'est très important, parce qu'il n'y a pas que les questions économiques qui comptent. Bien sûr, elles comptent, hein. Il y avait l'inflation, il y avait le marché noir, mais les gens vivaient mieux, et surtout les pauvres. Mais aussi, pour la première fois, les pauvres comptaient, n'étaient plus quantité négligeable. Et ça, c'est très important dans la mémoire sociale. C'est ça les grands souvenirs du gouvernement Allende. C'est vrai que s'il faisait ça au Vietnam, qu'est-ce qu'il n'allait pas faire en Amérique latine? Et ces gouvernements devient très dangereux pour les États-Unis, et Allende n'a pas eu de chance parce qu'il y avait à la tête des États-Unis un des gouvernements les plus extrémistes qu'il a connu, c'était Nixon président, et Kissinger qui vit toujours, il vient de fêter ses 100 ans, qui était chargé à la sécurité. C'est Kissinger qui a dirigé le coup d'État au Chili. Que les États-Unis défendent la démocratie. Les États-Unis ne défendent pas la démocratie, ça c'est clair. Donc, ne croyez pas aux gens qui disent que les États-Unis défendent la démocratie. Donc là, vous savez, un gouvernement démocratique qui venait d'être élu, et ils ne sont pas d'accord et il organise un coup d'État sanglant. Cette constitution est soumise à un référendum, c'était en septembre de l'année passée, et elle est rejetée à 62%. Pourquoi ? Bonjour, bienvenue dans Thinker Jaune. Donc Thinker Jaune, c'est la nouvelle chaîne YouTube créée par DocPat et moi-même. Nous sommes deux gilets jaunes de Belgique. Donc ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain, dans les manifestations, les conférences, les blocages, les festivals. Durant ces 4 ans, nous avons fait beaucoup de rencontres. C'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qui nous fait avancer. Et le but de cette chaîne, c'est de partager toutes ces rencontres avec notre public et évidemment de nourrir le débat démocratique en invitant à chaque fois des nouvelles personnes qui ont accompagné notre parcours et qui ont du contenu. Évidemment, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, même nous, et donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des commentaires ou des objections, à nous les faire part dans les commentaires. Que ce soit dans YouTube ou bien dans les autres supports où vous partagez ces vidéos. Ça nous aide aussi pour le référencement. Donc on ne va jamais demander un financement participatif pour cette chaîne, elle est complètement bénévole. Par contre, si vous pouvez nous aider à la diffuser, à liker, commenter, partager, donc c'est toujours le bienvenu. Nous on essaye vraiment de passer un bon moment avec vous, donc j'espère vraiment que c'est réciproque. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jorge Marasic. Bonjour. Bonjour. Donc, Jorge Marasic, c'est un historien chilien, arrivé en Belgique dans les années 70, donc réfugié politique, et il vit encore en Belgique aujourd'hui. Donc, tu es professeur d'histoire de profession, donc, et tu es en train de finir une histoire de l'unité populaire. Donc, l'unité populaire, c'est la coalition de gouvernement de Salvador Allende au Chili dans les années 70, de 1970 à 1973. Pourquoi on voulait parler de l'unité populaire? Donc, on va bientôt commémorer le 11 septembre prochain, les 50 ans du coup d'État contre cette unité populaire. Et il nous semble très important de commémorer cet événement pour 3 raisons. La première, c'est que l'unité populaire, c'est vraiment une des expériences les plus remarquables de socialisme démocratique, donc de socialisme réel arrivé par la voie des urnes. La deuxième, c'est que le coup d'État en lui-même a ouvert la voie à presque 20 ans de dictature militaire très sanglante d'Augusto Pinochet, donc qui reste dans l'inconscient collectif même en Belgique parmi les grands dictateurs du XXe siècle, hein, avec Hitler, Mussolini, un des grands représentants de l'extrême droite historique. Et la troisième raison,
c'est que Augusto Pinochet, dans cette dictature militaire, a décidé de mettre en place une des toutes premières expériences néolibérales. Donc en fait, pour mettre en place un gouvernement, il a fait appel à des économistes qui ont été formés à l'école de Chicago, de Milton Friedman, on les appelle les Chicago Boys. Et donc voilà, c'était la première grande expérience grandeur nature du néolibéralisme. Donc c'était il y a 50 ans. On peut dire que le néolibéralisme est en train de vivre ces dernières années, ou en tout cas est en train de décliner. Donc c'est quand même une idéologie qui a un demi-siècle déjà d'existence, en tout cas concrète. Donc tu vas nous éclairer tout ça avec ton regard d'historien. Voilà. Et aussi avec ta voix d'historien, une voix qu'on écouterait pendant des heures. Donc tu as une vraie voix de prof d'histoire. J'espère que vous allez partager ce souvenir des bons profs d'histoire de l'école qui racontent notre passé, voilà, de manière très, très ludique et aussi très intéressante. Donc l'histoire, évidemment, ça peut être amusant, mais c'est aussi une manière d'éclairer le présent, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est à ça que ça sert. Voilà. Ça, c'est l'utilité. Effectivement, comme tu dis, je suis arrivé comme exilé politique en Belgique, j'avais 21 ans alors. L'année 74 exactement, j'ai fait des études d'histoire, et puis je n'avais pas de travail, donc j'ai fait des études d'informatique et j'ai travaillé quelques temps comme informaticien, mais finalement j'ai trouvé un travail comme prof d'histoire, comme prof d'abord, et puis prof d'histoire à l'IEX, l'école de communication, où j'ai fait 26 ans de carrière jusqu'à la pension il y a quelques années. Et donc voilà. Et j'ai produit ma thèse portée sur les militaires qui ont refusé, qui n'ont pas voulu participer au coup d'État, principalement dans la marine, qui existe en français, si vous savez, s'appelle ceux qui ont dit non. Et bon, j'ai examiné tous les procès, j'ai fait des interviews et j'ai voilà, pu reconstituer cette histoire importante parce qu'il y a eu une résistance importante au coup d'État dans l'armée. Oui, on parle bien du coup d'État de 1973. De 1973, exact. Et notamment dans la marine. Et aujourd'hui, je suis dans un travail de longue haleine qui est reconstitué l'histoire complète de réalisation, mais puis des tensions politiques aussi, et puis des coups d'État de ces gouvernements Allende. Et j'ai un plan sur 8 volumes. Bien sûr, ça se passe en espagnol, donc c'est au Chili qui est édité aux éditions L'Homme. Les 2 premiers sont parus et les 2 suivants vont paraître dans 2 semaines. Donc je suis à la moitié du travail, hein, en fait. Mais puis, il faudrait encore les autres 4 qui vont me prendre quelques années de travail. Mais enfin, ça vaut la peine et je suis très content de le faire. Oui. Donc, peut-être avant de commencer sur le Chili, est-ce que tu as, avec ton regard d'historien toujours, quelle est ta perception du mouvement des Gilets jaunes? Je me suis beaucoup intéressé et notamment en faisant un parallèle, les Gilets jaunes quelque part ont anticipé ce qu'on a appelé les explosions sociales en Amérique latine, notamment au Chili et en Colombie. Et finalement, ça ressemble, c'est des mouvements sociaux venant de plusieurs couches de la société, mais des gens qui en ont marre justement du néolibéralisme et qui veulent finalement une société plus humaine, plus sociale, plus d'État et plus de droits sociaux. Et avec une forte empreinte féministe, en Amérique latine, il y a la question aussi des peuples autochtones qui s'ajoutent, mais je pense que ça fait partie des mouvements sociaux modernes. Maintenant, il faut que tout ça puisse conduire un projet de société. Et je pense que là, les travaux que j'ai faits, c'est pour les effets, ça pourrait quelque part inspirer un projet de société dans ce sens. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on t'a invité, parce qu'effectivement, l'expérience dont on va parler de Salvador Allende est vraiment très très pertinente, apporte beaucoup d'éclaircissements sur ce qu'on pourrait mettre en place. Donc toujours l'histoire pour éclairer le présent. Donc on rentre dans le vif du sujet maintenant. Donc le 11 septembre 1973, donc c'est le coup d'État qui s'est passé au Chili. Est-ce que
parce que donc ici l'auditoire c'est plutôt des Européens. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous situer le Chili d'abord? Bien sûr. Enfin, quelques idées, mais le Chili, c'était un pays à l'époque de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est presque le double, on est à 18-20. Donc il y a 50 ans. C'était un pays où un Européen peut se situer facilement dans les structures politiques. Parce que si on va de gauche à droite, on avait un grand parti communiste, le quatrième d'Occident, après l'italien, les français, les portugais, les chiliens venaient ensuite. Un grand parti socialiste, mais qui était plus à gauche que les partis socialistes que vous connaissez, n'avait pas adhéré à la Deuxième Internationale. Donc Allende faisait partie de ces partis socialistes. Ces deux partis avaient constitué un bloc depuis les années 50, s'étaient présentés 3 fois aux élections, enfin en 70, c'était la 3e fois, avec Allende comme candidat, et avec un programme, je vais le détailler après, qui était à peu près le même. Ensuite, je pense que le Chili a dit, et à juste titre, que c'était le laboratoire du néolibéralisme. Mais avant celle-là, le Chili a été le laboratoire d'abord d'une tentative de réforme pour éviter la révolution. Donc la gauche était importante au Chili. Et donc les États-Unis, et je l'ai dit à juste titre, parce que j'ai examiné ce qu'on appelle les documents déclassifiés, et notamment l'administration Kennedy, on dit comment on peut éviter que les communistes, il appelait communistes tout le monde, y compris les socialistes, enfin la gauche, gagnent les élections au Chili. Et alors, il faut appuyer un courant politique, pas de droite, parce que la droite, les peuples ne vont pas la suivre, mais qui fasse des réformes, mais qui encadre des gens pour éviter que les peuples ne deviennent communistes. Et l'exemple était l'Italie. Ça s'appelait la démocratie chrétienne en Italie, parce qu'en Italie, il y avait un grand parti communiste depuis la Deuxième Guerre mondiale. La démocratie chrétienne avait plus ou moins, avec la CIA, il faut le dire, mais avait empêché que les communistes n'arrivent au gouvernement. On disait, au Chili, il faut faire à peu près la même chose, et on mit les paquets pour soutenir les partis démocrates chrétiens au Chili, qui s'étaient créés en 1958. D'ailleurs, il y a un prêtre belge, Roger Weckemans, un jésuite, qui est arrivé et qui a été le grand idéologue de ces partis démocrates chrétiens, qui a joué un rôle important. Et qui a conçu son plan. Il fallait une réforme agraire, donc une certaine redistribution des richesses, mais tout cela dans un contexte très anticommuniste. Et ça, c'était les premiers laboratoires. Et il y a eu, à ce moment-là, par exemple, le gouvernement des États-Unis de John Kennedy, l'Église catholique, la maison royale de la Belgique et de l'Hollande, les rois Baudouin, s'est beaucoup intéressé à ces projets. Et les partis socio-chrétiens de l'Allemagne aussi, et de l'Italie, bien sûr, tout cela soutient ces projets. Donc c'était, et surtout parce qu'ils voulaient faire une vitrine, un modèle contre qui ? Contre celui qui avait fait la révolution en 1959. Donc les dangers étaient Fidel Castro. Donc il fallait une alternative à Fidel Castro en Amérique latine, mais une alternative populaire, pas seulement des gouvernements conservateurs. Donc le Chili a été le premier gouvernement, disons les premiers laboratoires dans ce sens. Ensuite, la démocratie chrétienne a gouverné de 64 à 70, mais ça finit mal, finalement, il y a peu de réformes, le Parti démocrate chrétien est divisé entre une aile gauche et une aile droite, et voilà. Attends, peut-être souligner que, donc tu as parlé de communistes, de socialistes, de la démocratie chrétienne. On arrive à la droite. Oui, d'accord, oui. Ça va. Et je ne l'ai pas oublié. Oui, voilà, non, je ne l'ai pas oublié. Et il y a aussi, bien sûr, une droite, mais la droite était en perte de vitesse, à un tel point qu'ils étaient très bas dans les élections, ils se sont réunifiés. Il y avait des libéraux et conservateurs qui ont fait un parti national, mais ce parti national a pris des couleurs un peu fascistes. Mais pas les fascismes qu'on peut connaître ici, Hitler et Mussolini, les modèles étaient Franco d'Espagne et surtout Oliveira Salazar, le dictateur portugais, qui avait conçu une société corporatiste. Disons, ça c'était les modèles pour la droite chilienne. Mais à partir de ces moments-là, et c'est important, la droite commence à regarder vers les casernes. Il disait que les militaires étaient la force morale de la nation, que la nation était en dégénérescence et les militaires pouvaient la sauver. Ce sont les premiers à commencer à utiliser ça déjà avant Allende, disons à la fin du gouvernement Frei. Donc le Chili était démocratique depuis plusieurs décennies déjà.
Enfin, je veux dire, il y avait des élections. On peut discuter depuis quand, mais disons certainement, il y a des gens qui disent que depuis le 19e siècle, mais certainement depuis l'année 1932. Et avant, c'était relatif, disons, il y avait quand même une oligarchie qui gouvernait, mais il y a des élections où plusieurs courants politiques participent, y compris la gauche, à partir du début des années 30, bien que pendant la guerre froide, le Parti communiste a été mis hors la loi pendant 10 ans, mais ensuite il est revenu, et là, voilà. Et donc en gros, il y avait justement ces deux grands partis qui faisaient... Au Chili, il y a eu un front populaire. Donc le troisième au monde, après en 1936, c'était en France et en Espagne. Le troisième était au Chili en 1939. Et Allende était le ministre de la Santé du gouvernement. Il était médecin, donc et alors, on revient, ça c'était le premier laboratoire. Deuxième laboratoire, c'est celle dont on va parler maintenant, donc le socialisme démocratique. Et le troisième, c'est celui qui était cité. Après les coups d'État, les militaires n'avaient pas un projet très clair, mais finalement Pinochet est poussé vers les néolibéraux et Milton Friedman arrive au Chili et finalement ils vont convaincre Pinochet d'appliquer pour la première fois dans un pays ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. C'est très intéressant parce qu'il a fallu un Pinochet pour l'appliquer. C'est pas par la démocratie qu'ils sont arrivés. Il fallait vraiment terroriser la société afin de pouvoir appliquer le néolibéralisme. Mais revenons maintenant, si c'était ta question, au gouvernement d'Allende, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gouverné exactement de novembre 1970 à septembre 1973, non même pas 300. 1000 jours à peu près de gouvernement. Et pourtant, il a fait beaucoup de choses. Et dans une période très claire, ça serait très long à aller dans les détails, mais je vais essayer d'énumérer les réalisations les plus importantes. Et l'analyse que la gauche faisait, c'est que le Chili avait, disons, trois grands problèmes. Le premier, c'était que les richesses naturelles, donc les minéraux essentiellement, étaient exploitées par des sociétés étrangères qui laissaient très peu au Chili rapatrier la plupart du bénéfice. Le deuxième était que l'agriculture était basée sur des grands domaines agricoles qu'on appelait latifundias, où les paysans vivaient dans une situation extrêmement injuste, misérable. Mais aussi, ces domaines étaient très peu productifs. Le Chili devait racheter de plus en plus d'aliments que pourtant il pouvait produire. Et le troisième problème, c'est qu'à peu près la moitié de la société survivait. Étaient des marginaux, on les appelait à l'époque, donc pouvaient à peine acheter des aliments. Donc ils étaient misérables, mais c'était plus que ça, ils n'avaient presque pas de contact avec les pouvoirs. Et donc l'industrie qu'il y avait, au Chili, il y avait une certaine industrie depuis le Front populaire, mais produisait pour la moitié qui pouvait acheter les produits. Et à l'époque, par exemple, la plupart des textiles, tout ce qui est toile, était fabriqué au Chili. Donc ce n'est pas comme maintenant qui ça vient de la Chine. Enfin, et à l'époque, c'était des usines textiles qui les fabriquaient, mais ces usines fabriquaient des textiles pour la moitié qui pouvaient acheter, les chemises, les pantalons, etc. Et les autres, ils ne pouvaient pas. Donc les autres, ce sont des paysans, des ouvriers C'était pour presque tous les paysans, qui étaient un tiers de la société, et ce qu'on pourrait appeler en gros les pauvres de la ville, les ouvriers mal payés, et les chômeurs qui vendaient dans la rue, les habitants de bidonvilles qui avaient des travaux de temps en temps, des domestiques, des gens de ce type. Ce qui faisait à peu près la moitié de la société. Et donc, les projets étaient d'augmenter les revenus les plus bas et de faire augmenter la production industrielle au Chili parce que les industries ne produisaient pas à toute sa capacité parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pouvoir d'achat. Donc augmenter le pouvoir d'achat et augmenter la productivité des industries. Mais pour cela, il fallait nationaliser certaines industries pour les orienter vers la production populaire. Donc, qu'est-ce qui fait le gouvernement Allende? La première mesure, et la mesure la plus importante, parce que ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'était de nationaliser les 5 grandes mines de cuivre qui étaient exploitées par des sociétés qui avaient son siège aux États-Unis, bien qu'elles étaient dans des sociétés mixtes avec l'État chilien. Et c'est la nationalisation des mines de cuivre, c'est impressionnant parce que de 1971, l'année de la nationalisation, jusqu'à aujourd'hui, ces 5 mines ont fait entrer aux caisses de l'État chilien 115 000 millions de dollars. Donc c'est une somme énorme et qui est à la base de tous les progrès qu'a pu connaître le Chili.
depuis lors. Donc c'est la principale mesure économique depuis le XXe siècle, la nationalisation des cuivres. Mais en plus, il fallait bien sûr payer une indemnité aux sociétés. Mais le gouvernement de l'unité populaire a décidé de déduire de l'indemnité ce qu'il appelait les bénéfices excessifs. Qu'est-ce que c'est que les bénéfices excessifs? Eh bien, cette idée vient des États-Unis. Et aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les sociétés qui produisaient pour l'effort de guerre, que ce soit les chaussures, les uniformes, n'importe, ne pouvaient faire pas plus que, ne pouvaient dépasser les 5% des bénéfices. C'est ce qu'on appelle maintenant les surprofits. Oui. Dans l'actualité. Oui. Donc, où est-ce qu'on peut situer ça? Eh bien, aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dit 5% c'est correct, et plus que ça, taxé à 87%. Et pendant la guerre des Corées, c'était 8% ce qui était correct, et au-delà de ça, c'était taxé aussi très fort. Eh bien, au Chili, Allende a dit 10%, mais pour éviter toute erreur, le calcul a été fait sur 12%. Et au-delà de ça, les profits qui vont au-delà des 12% par an est déduit de l'indemnité, de l'indemnisation. C'était une manière de compenser tout ce que les Chiliens avaient perdu, parce que pratiquement les multinationales les laissaient pratiquement rien en Chili. Et donc pour les 5 grandes mines, pour 3, ils étaient en dessous de zéro. Donc il y a eu indemnisation, mais il n'y a pas eu de paiement, parce qu'en déduisant ces bénéfices excessifs, et pour 2 qui étaient de nouvelles mines, là il y a eu quelques millions de dollars d'indemnisation. Ensuite, il y a d'autres types de mesures. Une deuxième mesure, c'est augmenter les revenus les plus bas, des plus démunis. Et tout le monde a eu une augmentation des salaires d'accord à l'inflation, ce qui était normal, mais les catégories les plus basses ont dit plus 5 les plus bas ou plus 10% les plus bas ou 5% la tranche qui suivait. Et les allocations familiales qui étaient différentes pour les ouvriers, les employés ont été, les plus basses ont été aussi augmentées. Et, bref, il y a eu plusieurs types d'augmentation. Donc, en résumé, je cite les ministres des Finances de l'époque, Américo Zorrilla s'appelait-il, pour un travailleur qui est marié et qui a 3 enfants, ses revenus mensuels étaient de 540 escudos, c'était la monnaie de l'époque, et avec toutes les augmentations, ils l'ont passé à 920. Donc ils l'ont presque doublé. Les plus bas, hein, pas tous les revenus, j'insiste. Mais à partir de là, ces catégories qui avant survivaient pouvaient commencer à consommer des produits. Par exemple, c'est l'époque, l'année 71, les gens cuisinaient dans des cuisines à mazout, qui étaient très dangereuses, parfois provoquaient des incendies. Ils ont pu passer aux cuisinières à gaz. Ou s'acheter un frigo pour la première fois, ou un téléviseur, c'était les téléviseurs commençaient à arriver, ou des draps de lit, ou un matelas. Et ce type de choses sont entrées, et aussi un meuble pour ranger les livres. Je vais parler des livres par la suite. Donc, ça, il y a eu pour la première fois, disons, une augmentation considérable des revenus des plus bas. Bien sûr, il fallait que l'industrie suive. Alors, bien que dans les programmes, le gouvernement ne comptait pas faire une maison d'édition publique, il y a eu une occasion. La principale maison d'édition privée était en faillite déjà un tout petit peu avant le gouvernement d'Allende, et les propriétaires demandent au gouvernement est-ce que vous voulez bien l'acheter. Enfin, l'acheter, ça veut dire assumer les dettes. Et le gouvernement dit d'accord. Et ça s'appelait Zigzag. Elle avait entre 800 et 900 travailleurs. Et le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est investir. Les travailleurs ont passé à 1500, mais au lieu de faire des tirages, des ouvrages de 3000, 4000, ce qui est un peu la situation actuelle, ils tiraient à 50 000, 100 000 exemplaires et ils ont édité des livres qui étaient les classiques universels, Shakespeare, et les classiques chiliens aussi, mais à des prix extrêmement démocratiques. Disons, oui, aujourd'hui il y a beaucoup d'impôts, mais les gens disaient un livre ça coûtait la même chose qu'un paquet de cigarettes, c'était à une époque. Donc, et comme il n'y avait pas de librairies dans les quartiers populaires, les librairies étaient dans les quartiers plutôt riches ou de classe moyenne, ils ont fait un contrat avec les kiosques, les vendeurs de journaux, qui sont devenus aussi des libraires. Et donc, les livres étaient diffusés dans les kiosques. Et de cette manière-là, les livres sont arrivés pour la première fois au foyer populaire. Et donc, quand je disais que pour la première fois, ils ont rangé des livres, c'est exact. Donc, les livres. Une autre mesure importante, les demi-litres de lait.
Et le Chili était un pays à haute mortalité infantile. La mortalité infantile, je rappelle, c'est les enfants qui naissent avant la première année de vie. Et ça se calcule par 1000, c'était 80 par 1000, ce qui est quand même assez haut. Et le Chili décide d'importer, même de consacrer une partie de ses devises à acheter du lait en poudre pour donner gratuitement et inconditionnellement, sans aucune condition, un demi-litre de lait à tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, y compris aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitaient. Et ça s'est fait à partir de 6-7 ans dans les écoles, parce qu'effectivement tout le monde allait à l'école, et avant, pour les enfants entre 0 et 6, dans les consultations qui existaient dans les quartiers populaires, mais organisées de manière telle que si mère ne se présentait pas, on allait la chercher. Donc le lait vraiment est arrivé partout. Et la mortalité infantile a diminué dans les premiers 6 mois de manière radicale, donc c'était la mesure à prendre. Une partie du lait, d'ailleurs, a été achetée en Belgique, parce que le Chili ne produisait pas suffisamment de lait, les producteurs privés ne voulaient pas vendre. C'était aux Pays-Bas, en Belgique, dans la Nouvelle-Zélande, là où il y avait des grands stocks, et les stocks n'étaient pas chers. Voilà, les laits ont été C'est des laits en poudre, c'est ça, hein? C'était des laits en poudre. En fait, on donnait des sacs de lait en poudre pour un mois. Mais le calcul, c'était un demi-litre de lait par quotidien pour chaque enfant. Ensuite, il y a une nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, notamment des monopoles, les textiles, les industries de pêche, en utilisant des lois qui existaient, qui ont été redécouvertes parce que les gouvernements n'étaient pas majoritaires au Parlement. Et ces industries étaient réorganisées de manière à produire à toute sa capacité. Et par exemple, quand il y avait 2 tours de 8 heures, on ajoutait un 3e tour de 8 heures de manière à que ça produise, pour augmenter la production, pour satisfaire la nouvelle demande que je viens d'expliquer. Etc. Bon, les nombres de postes dans tous les postes d'enseignement, du jardin, école, université ont augmenté. Il y a un gros effort pour construire des logements, et c'était des logements dignes parce que ça a fait diminuer le chômage. Et on a construit en tout les 300, dont le gouvernement a construit 158 maisons, et c'était des habitats dignes. Et les revenus du haut fonctionnaire des présidents de la République ont été limités à 20 salaires minimales, le vital on l'appelait à l'époque. Et personne ne pouvait gagner plus que ça dans la fonction publique. Et Allende l'a appliqué sur lui-même, et pour tous les députés, sénateurs, gagnaient 20 salaires vitaux et pas plus. Donc c'était dans la loi. Il y avait le revenu minimum, et en dessous de ça, c'était le revenu vital, c'est ça? À l'époque, on appelait vital le minimum d'aujourd'hui, mais c'était encore plus minimum, disons. C'était donc la loi disait pas plus que 20 salaires vitaux, c'était comme on les désignait il y a 50 ans. Mais ça correspondait à peu près au minimum d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très très loin de ça. L'échelle est beaucoup plus grande que de 1 à 20. Et par exemple, je vais donner une mesure symbolique, mais la voiture de la présidence, c'était le Fiat 125, qui est une petite voiture, mais qui était montée au Chili. Donc c'était une manière de stimuler l'industrie chilienne. Voilà. Et en gros, ça, c'est les mesures. Mais sur le plan institutionnel, parce que ça, c'est plutôt des mesures économiques, qu'est-ce qui compte faire? Donc, il y a eu 2 projets de constitution, mais un premier qui a été déposé au Parlement fin de l'année 71. Et dans ces projets, l'idée phare était une seule chambre. Donc terminer avec le Sénat et la Chambre des députés et faire un seul congrès national. Oui, congrès national, ça devait s'appeler, avec 160 députés élus proportionnellement. Mais il y avait aussi plusieurs mesures démocratiques dans le sens qu'il acceptait les lois d'initiative populaire. Si quelqu'un réunissait un nombre de signatures, et les parlements étaient obligés à discuter cette proposition de loi. Et les syndicats avaient le droit d'introduire aussi des propositions de loi, selon ces projets de constitution.
Il a marqué l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'à l'époque, les femmes mariées ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans la signature de son mari, ou ne pouvaient pas quitter le pays sans la signature. Voilà. Et tout ça a été éliminé, comme toutes les différences entre les enfants légitimes et illégitimes. Les enfants nés au mariage ou hors mariage, c'était une tradition conservatrice sur les propriétaires du domaine, voilà. C'était une question d'héritage à l'époque. Ensuite, dans cette constitution, il y avait aussi les parlementaires ne pouvaient être réélus qu'une seule fois. Dans tout. Les postes les juges de la Cour suprême ne pouvaient rester que 6 ans dans son poste, ensuite ils devaient faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr. Tout ça n'a pas passé, l'unité populaire n'avait pas la majorité. Et ensuite, il y a eu un deuxième... Donc les mesures institutionnelles, c'est dans le projet de constitution, c'est ça? Oui, et là, ça n'a pas passé. Et ça a été présenté au Parlement. Ensuite, il y a eu un deuxième qui a été annoncé en septembre 72, mais qui n'a pas été prononcé au Parlement. Mais c'était, disons, je résume, une constitution très participative. Donc, il créait les institutions où par participation populaire, il y avait des comités de santé, il y avait des comités de décision économique ou des comités de concertation, il y avait les syndicats patronaux aussi, mais devaient prendre ou conseiller les gouvernements dans ces décisions. Donc c'était une constitution très inspirée dans la participation populaire. Donc voilà en gros pour disons, on a passé en revue les grandes réalisations du gouvernement Allende. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, donc en gros, un redressement économique, une renationalisation, mais donc dans un but de redistribution. Oui. Et alors, plusieurs mesures, donc évidemment des mesures sociales, de soutien vraiment pour éradiquer la pauvreté. Et aussi, enfin moi je me rappelle, donc j'ai participé à tes conférences, il y a des mesures comme par exemple l'investissement dans le réseau d'électricité, par exemple, donc un vrai développement du pays en profondeur. Il y a eu tout ce qui était les égouts, l'électricité, tout ça. Il y a eu des investissements dans des travaux publics de ce type. Peut-être on doit parler de la politique étrangère. Oui. Et enfin avant ça, moi j'avais épinglé aussi 2 réformes. C'est pas une réforme, c'est une mesure. Donc c'est symbolique, mais par exemple, ça fait écho à certains problèmes qu'il y a eu avec Macron en France. Donc c'est l'interdiction. Enfin, il n'y avait pas de portrait présidentiel dans les bâtiments publics. C'est très important ce que tu dis. C'est le seul président de Chili qui n'a pas voulu mettre son portrait dans tous les bureaux publics, les ambassades. Il dit c'est un fait inutile, on ne le fait pas. Et on rappellera qu'il y a des gens qui ont été en prison en France parce qu'ils ont volé des portraits de Macron. Ils l'ont sorti. Mais tous les autres présidents de Chili l'ont fait, y compris l'actuel, et ont mis son portrait. Et il y a 50 ans, il y a un président qui ne voulait pas de portrait du tout dans les bâtiments officiels. Oui, c'est des symboles, mais c'est des symboles importants. C'est comme que tu disais, la Fiat 125 comme voiture présidentielle. Je voudrais dire aussi qu'il y a eu un côté de probité. C'était un gouvernement honnête, même si on a tiré à boulet rouge en disant que c'était con. Mais je dirais que c'est établi parce qu'après les coups d'État, la plupart des ministres ont été arrêtés. Et arrêtés, manumistari, sans droit de défense. Et tous ces domiciles privés ont été passés à peigne fin, perquisitionnés par les militaires plusieurs fois. Ces comptes en banque ont été examinés de la A à la Z. Et il y a eu même un comptable qui a examiné la situation de chacun un par un parce qu'il voulait faire un grand procès. Ils n'ont rien trouvé. Ouais. Absolument rien trouvé et ils n'ont pas pu établir les procès. Je pense que c'est important à dire. La seule chose qu'ils ont trouvée, je crois, que quand ils ont été, quand les caméras sont allées dans la maison présidentielle que l'armée a siégée, ils ont mis, je crois, une revue porno sur le bureau d'Allende, je crois. C'est pas. Je ne l'ai pas vu, mais je m'en souviens qu'on montrait à la caméra, on a ouvert les frigos de la maison Allende, et scandale, il y avait 2 poulets. Ah, comme les photos. Ça, c'est la corruption, c'est 2 poulets. Voilà, et ils n'ont pas pu montrer plus que ça. Et une autre chose intéressante aussi, c'est
qu'il a un peu resserré la réglementation, enfin, les procédures de la police. Tout à fait, j'avais oublié ça, mais il y a eu un incident qui était très important. D'abord, la police avait un groupe qui s'appelait le groupe mobile en espagnol. C'est lui qui allait charger lors des manifestations. Un peu comme les Braves maintenant. Ces groupes ont été dissous. Et ces policiers ont été envoyés dans les bidonvilles pour essayer il y avait beaucoup de délinquance et tout ça. Mais il y a un cas qui était intéressant parce que peu de jours après le gouvernement, il y a eu une occupation d'un grand domaine agricole, comme il y a eu beaucoup, parce qu'il y a eu un grand mouvement social, dont des paysans occupent en demandant l'application de la loi de réforme agraire, dont peut-être je n'ai pas parlé de ça aussi. Et justement, en demandant l'application de la loi de réforme agraire, un groupe de policiers arrive, tire et il y a un blessé. C'était un jeune. Et ceci en novembre 70. Allende a convoqué une réunion de tous les officiers de police de Santiago. Il y a un ordre clair et absolu, ne pas tirer. Sauf si vous êtes menacé, mais d'une manière claire et évidente. Et sinon, vous ne pouvez pas tirer avec vos armes à feu. Et il a donné cette instruction à tous les polices claires et dans tous les journaux. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser vos armes à feu dans d'autres cas. Et donc, je pense que c'est intéressant à souligner. C'est vrai que j'oubliais, j'étais dans la ville, mais j'avais oublié la campagne. En gros. Bon, au Chili, à peu près un tiers de la population vivait la campagne, mais comme je vous disais, il y avait des grands domaines. Alors, la réforme agraire, qu'est-ce que c'était ? Ce n'est pas le gouvernement d'Allende qui a commencé, ça a commencé avant. Justement, ces tentatives de réforme, qui étaient même soutenues par Kennedy aux États-Unis, par l'Église, ils ont voulu faire passer une loi qui permettait à l'État d'exproprier un domaine dont sa surface était supérieure, mais là c'est un concept technique, à 80 hectares en espagnol, c'était riego básico, mais c'était une mesure en fait qui combinait surface et productivité. Donc c'était pas la même, donc il y avait tout un tableau de conversion parce que ça dépendait si les terres étaient plus ou moins productives. Mais disons, dans la région du sud de Santiago, 1 hectare correspondait à 1 hectare de celle-là, mais dans la montagne, bien sûr, 1 hectare productif correspondait à 30 hectares, etc. Et donc, c'est une mesure technique un peu compliquée. Mais enfin, sur ces critères-là de surface, tous les domaines, au-delà de ça, pouvaient être nationalisés pour en faire des coopératives. Et un peu plus tard, mais ça a été voté, tous les terres qui n'étaient pas cultivées pouvaient être expropriées par l'État de n'importe quelle taille. C'était un débat assez intéressant, mais je m'en souviens que les chrétiens argumentaient avec des citations de Saint Augustin en disant que la propriété a un rôle social qui était important, et si la propriété ne tenait pas ce rôle social, on avait le droit d'intervenir, enfin, bref, on ne pouvait pas laisser les terres en culte. Il y a des chrétiens qui ont dit ça. Mais c'est les chrétiens qui ont présenté les projets au nom de ces concepts. Ce concept a été installé dans la Constitution. Donc on pouvait exproprier les terres qui n'étaient pas cultivées. Après, enfin, il y avait certaines règles dans certaines périodes, etc. Mais ça, c'était l'idée des bases. Et sous les gouvernements démocrates chrétiens avant Allende, la loi a été votée par la démocratie chrétienne et la gauche. Au Chili, il y avait 5800 domaines qui répondaient aux critères d'expropriation, donc plus que ces 80 hectares de cette mesure technique. Les gouvernements démocrates chrétiens ont exproprié 1400. Mais Allende a exproprié tous les autres. Donc, on est à peu près à 4400 à peu près. Donc, bref, le gouvernement intérieur a fait un tiers et Allende a fait 2 tiers de la réforme agraire. Alors, qui devenaient les terres expropriées devenaient des coopératives. Et après, pendant 3 à 5 ans, et après 5 ans, les paysans devaient décider s'ils devaient distribuer la terre en petits domaines à chacun, des bénéficiaires, ou s'il restait sous forme de coopérative.
Mais bien sûr, ce vote n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu les coups d'État, et les coups d'État a forcé la division de la terre. Mais ça, c'était donc le gouvernement d'Allende dans la campagne a appliqué à fond la réforme agraire. Donc il a fini avec cette vieille tradition de latifundia très peu productive. Et si ça n'a pas apporté la justice sociale, ça a apporté une agriculture plus moderne. Actuellement, elle est composée de domaines plus petits et plus productifs. Disons, c'est l'effet de la loi de réforme. Oui, donc agraire. Le but, c'est de donner la terre aux paysans, eux-mêmes collectivement, oui. Et aussi que le pays puisse produire ce dont il a besoin pour se nourrir. Oui, augmenter la production qui était très vaste des produits agricoles. On parle peut-être des relations internationales. Oui. Donc c'est aussi un domaine important. Un peu un rappel du monde en 1970, c'était les grands essors de la guerre de Vietnam. Les États-Unis avaient engagé à peu près un demi-million de soldats. Et je vous rappelle qu'à l'époque, c'était la conscription. Tous les jeunes aux États-Unis qui avaient 18 ans devaient faire son service militaire et étaient mobilisés à Vietnam. Ce n'est plus les cas de guerre actuels où on signe un contrat, ceux qui sont en Afghanistan. Voilà. Et à l'époque, c'était tous les jeunes. Donc c'est pour ça qu'il y avait tellement d'opposition à la guerre de Vietnam. Mais c'est vrai que s'il faisait ça au Vietnam, qu'est-ce qu'il n'allait pas faire en Amérique latine? Et ces gouvernements devient très dangereux pour les États-Unis et Allende n'a pas eu de chance parce qu'il y avait à la tête des États-Unis un des gouvernements les plus extrémistes qu'il a connu, c'était Nixon président et Kissinger qui vit toujours, il vient de fêter ses 100 ans, qui était chargé à la sécurité. C'est Kissinger qui a dirigé les coups d'État au Chili. Maintenant, les États-Unis sont un pays paradoxal parce que tout ceci est très bien documenté. Donc, ils déclassifient des documents, une grande partie, pas tous, mais une grande partie sont déclassifiés et ils sont, les historiens comme moi, enfin n'importe qui peut les consulter, ils sont sur Internet d'ailleurs. Et donc, j'ai passé bien sûr longtemps à lire ces documents déclassifiés des États-Unis. Donc, on rappelle, donc ça fait 50 ans qu'il y a eu ces faits, donc c'est les déclassifications après 50 ans, enfin c'est le... C'est quand ils les décident, parfois c'est après 30 ans, 35, 50, et il y a des choses qui ne sont pas encore déclassifiées. Ça dépend un peu. Aujourd'hui, le Chili a demandé, enfin, le gouvernement a demandé officiellement aux États-Unis de tout déclassifier. Parce qu'il y a quand même. On sait que la CIA a envoyé de l'argent, mais on ne sait pas qui l'a reçu au Chili. Enfin, on le sait à peu près. Mais c'est parti dans le document détaché. Il y a une tâche, comme ça, une ligne. Donc, ça, on ne peut pas le voir. Mais on peut se faire quand même une idée, et quand Allende arrive au pouvoir, les États-Unis décident de monter un coup d'État tout de suite avant qu'Allende ne soit président. C'est très important. L'élection a eu lieu le 4 septembre 1970. La décision, plutôt les instructions de Nixon à la CIA d'organiser un coup d'État au Chili datent du 15 septembre 1970, 11 jours après, alors qu'Allende a assumé la présidence le 4 novembre. Donc, forcément, il n'a rien fait. Il n'était pas encore président. Donc, pourquoi cette décision? Il faut dire, et il est sous l'influence de la principale fortune de Chili qui le contacte en disant qu'il faut organiser un coup d'État, et celui qui était président à l'époque, Frei, en disant si vous ne réagissez pas, ça va devenir comme Cuba. Enfin, alors, donc Frei, c'est le président démocrate chrétien qui était juste avant. Oui. Et donc lui, il a milité. Il a envoyé un conseil à Nixon, exactement, c'est dans le document déclassifié. Et Monsieur Nixon, si Allende est président, dans 2 ou 3 ans, le Chili va devenir un deuxième Cuba. Et ça, dire ça à Nixon, c'est lui dire, voilà, organiser un coup d'État. Et c'est exactement ce que Frei a fait, c'est dans les documents, donc c'est bien documenté. Et Nixon convoque une réunion avec Kissinger, son ministre de la Justice, un certain Mitchell, et le chef de la CIA de l'époque, Helms. Il les dicte des instructions pour essayer. Et une chance pour l'histoire, quelques années plus tard, en 1975, il y a une commission d'enquête aux États-Unis, la commission Church, et le président de la CIA de l'époque a été obligé de déposer ses notes devant la commission. Et donc, ce document est connu. Et c'est là où Nixon dit, entre autres choses, « Made the economy scream », faites hurler l'économie. Donc, boycott économique à l'économie chilienne, parmi un plan d'action dans 48 heures, 10 millions plus si nécessaire. Et voilà, ça, c'est les instructions pour faire un coup d'État. Donc, entre parenthèses, que les États-Unis défendent la démocratie,
Les États-Unis ne défendent pas la démocratie. Ça, c'est clair. Donc, ne croyez pas aux gens qui disent que les États-Unis défendent la démocratie. Donc là, vous savez, un gouvernement démocratique qui venait d'être élu, ils ne sont pas d'accord et ils organisent un coup d'État sanglant. Et plus que ça, donc ils ont envoyé des agents de la CIA et il y a eu plusieurs tentatives. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire toute l'histoire, mais avant qu'Allende soit présidente, ils ont fait 3 tentatives de coup d'État qui ont échoué, tous les 3. Mais dans la 3e, on a tué le chef de l'armée chilienne. Et on l'a tué avec des armes qui ont été introduites par la valise diplomatique de l'ambassade des États-Unis. Donc, que feraient-ils les États-Unis si un gouvernement quelconque introduit par la valise diplomatique des armes et on tue le chef de l'armée des États-Unis? C'est exactement ça, s'appelle terrorisme. Terrorisme d'État, c'est exactement ça. Donc il y a les terroristes, et c'est le pire, parce que c'est bien conçu, c'est planifié, c'est organisé, donc ils introduisent des armes par valise diplomatique. Il y a d'autres types de terrorisme, bien sûr, mais le pire et le plus dangereux, c'est le terrorisme d'État. Dans l'actualité, un des épisodes qui rappelle un peu tout ça, c'est le coup d'État de Maïdan à Kiev, en Ukraine. Et c'est lui qui a échoué, mais de 2002 en Venezuela, parce que c'était la même technique, c'était des gens qui ont tiré contre les manifestants, enfin voilà. Donc ces coups d'État sont organisés. Et les États-Unis organisent une intervention, que j'insiste bien documentée. Mais pourquoi le Chili est si dangereux? Et ça, Kissinger le dit très bien, il est plus dangereux que Fidel Castro. Parce que si cet exemple réussit, si le socialisme démocratique a réussi, il aura une attirance immense en Amérique latine et en Europe. Il pensait à l'Italie. Et en Espagne, on savait que Franco n'avait plus pour longtemps, et en France, organisait l'Union de la gauche. Donc, ça sera un exemple, enfin une vitrine pour tous ces pays. Donc, il fallait absolument l'anéantir. Ça, c'est le motif. C'est pour ça que les coups d'État étaient organisés aussi rapidement au Chili. Oui, donc tu veux dire parce que c'est un socialisme, donc assez authentique et qui arrive par les urnes, par les élections. C'est ce qu'on appelait la voie chilienne par les démocratiques. Donc c'est une voie irréprochable qu'un démocrate ne peut pas dire que c'est une dictature ou quoi. Non, c'était un gouvernement élu selon les règles qui existaient à l'époque et c'est la société chilienne qui avait choisi le socialisme de cette manière-là. Et ils ont utilisé la force contre ça. Mais donc on était dans un contexte de guerre froide compliqué. Donc qu'est-ce qui fait le Chili? Jusqu'avant Allende, les gouvernements avant le Chili était un pays aligné avec les États-Unis dans la guerre froide. Et quand je veux dire aligné, ça veut dire des choses, dans les votations importantes dans les Nations Unies, ils votent avec les États-Unis. Par exemple, le Chili n'avait pas de relation avec Cuba, parce que n'avait pas de relation avec la République démocratique allemande, ni avec la Chine à l'époque. Avec l'Union soviétique, oui. Parce que ça, c'était admis. Donc, on acceptait les relations avec l'Union soviétique parce qu'il y a eu la détente. Enfin, c'était un certain réchauffement de la guerre froide, un tout petit peu. C'est ce qu'on appelait la détente à l'époque. Mais, et l'armée était vraiment contrôlée par les États-Unis. Et quand je dis contrôlée, c'était contrôlé. Il y avait des missions militaires des États-Unis dans toutes les casernes importantes. Donc ils connaissaient les officiers, les instruisaient, voilà. Tout l'armement était acheté aux États-Unis, les officiers faisaient des cours aux États-Unis. Pardon, on peut peut-être rappeler qu'à l'époque, il y a un vrai plan global dans toute la région, pas seulement au Chili, pour contrôler tous les gouvernements et toutes les armées. Donc c'est une stratégie globale. Oui. C'est le plan Condor, c'est ça? Non, le plan Condor va arriver après les coups d'État au Chili, mais le traité d'aide mutuelle a été signé en 1947 à Rio. C'était le traité de Rio. C'est les institutions de la guerre froide. Hein. Donc, dans la guerre froide, essentiellement, il y a les armées de l'Amérique latine sont introduites par les États-Unis, et ça, c'est le traité de Rio qui introduit la notion de l'ennemi interne. L'ennemi des armées peut se trouver à l'intérieur des pays. Et ça peut être une grève générale, un syndicat, un parti politique. Donc il y a des ennemis à l'intérieur des pays. Et l'OEA, l'Organisation des États américains, et les volets politiques qui existent encore, qui est très contesté, mais enfin siège à Washington. Mais dans ce contexte, le gouvernement d'Allende dit « Nous voulons rompre avec l'alignement et nous voulons le pluralisme dans les relations internationales. » Ce qui veut dire d'abord relations diplomatiques avec tous les pays du monde, quel que soit son régime politique interne. Il faut reconnaître celui qui gouverne.
Donc le Chili va ouvrir des relations diplomatiques avec Cuba. Fidel Castro était très populaire à l'époque, avec la Chine, avec la République démocratique allemande et avec une vingtaine de pays, dont Nigeria par exemple, d'autres qui n'avaient pas. La Corée du Nord est inclue dans ces relations. Mais a gardé des bonnes relations diplomatiques avec des gouvernements qui étaient de droite, comme les Franco, par exemple. À l'époque d'Allende, il y a eu une ligne d'aviation qui faisait Francfort, Madrid, La Havane, Lima, Santiago, qui a été créée et, disons, un très bon... Donc Franco, c'est le dictateur d'Espagne à l'époque. Oui. Donc les Franquistes, en Espagne, qui était sous une dictature d'extrême droite, mais pourtant, il y a eu des affaires, et notamment cette nouvelle ligne d'aviation qui passait par l'Espagne et par Cuba sans problème. Et aussi, il y a eu beaucoup de commerce avec l'Argentine, avec le Brésil, avec d'autres pays qui étaient sous des dictatures d'extrême droite. Donc, mais en pratiquant, par exemple, en 1971, c'est l'année où Nixon a fini avec la convertibilité du dollar en or, il l'a dévalué. Donc les pays du tiers-monde qui avaient des réserves en or ont vu dévaluer ces réserves. Et le Chili a préconisé une série de mesures contre ça. Par exemple, il a voulu que le commerce se fasse en 6 mesures différentes au dollar. Créer une banque où tous les pays de l'Amérique latine plaçaient ses réserves. Et il a demandé également une nouvelle conférence de Bretton Woods où le tiers-monde puisse donner son avis pour refaire les institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Tout ça a été proposé. Et par le gouvernement d'Allende, bien sûr, ces mesures n'ont pratiquement pas abouti, mais enfin, elles sont, je pense, d'une étonnante actualité. C'est le titre d'un article que j'écris dans ce sens. Et soutenait, par exemple, combattait l'antisémitisme, mais soutenait la revendication des peuples palestiniens d'avoir un État. Était contre, bien sûr, l'apartheid en Afrique du Sud, et contre tout ce qui était colonialisme, et soutenait les luttes anticoloniales. Et le Chili s'est inscrit dans les mouvements des pays non alignés, qui revendiquaient le tiers-monde. Et il a obtenu d'ailleurs le siège de la 3e conférence de la CNUSET, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui à l'époque était une institution assez importante, où les pays riches pouvaient discuter avec les pays pauvres. Aujourd'hui, elle existe encore, mais elle a perdu son importance. Alors ça, je dirais que c'était le principal problème. Et tout cela a été possible parce qu'il y a une grande mobilisation populaire. Et je pense que l'acteur ou les protagonistes de cette période est un peuple mobilisé. Et passe dans les syndicats dont le nombre d'adhérents a augmenté de manière assez certaine. Mais aussi dans de nouvelles organisations. Il y avait des organisations de jeunes. Et à l'époque où la situation est devenue difficile, il faut peut-être parler de ça, mais il y a eu effectivement de l'inflation, du marché noir à la fin, et des organisations populaires qui se sont organisées comme les cordons industriels ou des associations de ravitaillement, où il y a eu une grande organisation populaire pour soutenir ces projets, ou même parfois pour les critiquer dans certains aspects, mais enfin dans un sens où aller de l'avant. On va peut-être revenir sur la réaction de l'oligarchie. Donc, Allende a été élu en 1970, il y a déjà eu des coups d'État, et donc le programme américain, via la CIA, c'était faire... hurler l'économie, mais l'économie scream, c'était le mot en anglais. L'économie chilienne, et donc comment ça s'est passé Disons l'histoire de l'opposition qui va arriver jusqu'au coup d'État. Et comme je te dis, le coup d'État est présent depuis pratiquement les premiers jours. À l'époque, c'était les 60 jours où Allende est élu et qu'il assume. Comme je te disais, il y a eu 3 tentatives de coup d'État. Les 3 montés par l'ambassadeur des États-Unis au Chili, il s'appelait Edward Corey, qui avait à son tour, disons, une sorte de centre organisatif où il y avait des hommes politiques, dont le président de la République de l'époque, Frei, c'est comme ça, disons, et le ministre des Finances aussi, qui voulait à tout prix éviter qu'Allende ne soit président, y compris par les armes, donc par les recours du coup d'État de la guerre civile. Alors,
ça échoue parce qu'il y a une grande mobilisation, aussi parce que le chef de l'armée de terre a refusé de participer, le chef de la marine voulait, de l'aviation aussi, mais l'armée de terre est assez importante et il a été assassiné, mais finalement cet assassinat a tourné la situation contre le coup d'État, le général Schneider. Et celui qui l'a succédé, Pratt, s'était aussi opposé au coup d'État et il sera également assassiné. C'est un révélateur que les deux chefs de l'armée de terre opposés au coup d'État ont été finalement assassinés, tous les deux. Alors, après l'échec de ces coups d'État, c'est vrai que la CIA s'est désorganisée, ça existe, on le voit dans les rapports. Hein. Ils ont perdu ses contacts, ils n'avaient plus de contacts dans l'armée, les militaires qui étaient ses contacts ne voulaient plus, enfin voilà. Et il leur a fallu, ils disent, les rapports que je citais des Sénats des États-Unis, qui s'appellent Cover Action in Chile, il leur a fallu entre 6 et 8 mois pour réorganiser ses contacts. Donc la CIA avait, c'est ce qu'il appelle une antenne ou une officine à Santiago, ils vont rétablir, et finalement vers septembre 71, donc 10 mois après, ils disent qu'ils l'ont à nouveau rétabli avec contact avec l'armée, tout ça. Et ils vont financer l'opposition, mais surtout pour favoriser les secteurs les plus durs, parce que au moment où Allende est élu, il y avait encore la gauche qui était un bon tiers, la démocratie chrétienne qui était un petit tiers et la droite qui était un tiers. Donc 3 tiers anglo. Ce qui donnait une possibilité d'accord avec la démocratie chrétienne, en tout cas sur certains domaines. Mais l'essentiel des forces de la CIA, ça va être de renforcer les secteurs de droite de la démocratie chrétienne. Et j'insiste parce que ça on le voit des rapports, on a destiné $1 200 000, c'est qu'à l'époque était beaucoup d'argent, il faut multiplier par beaucoup les dollars d'aujourd'hui, les partis démocrates chrétiens. Mais en réalité, l'argent n'arrivait pas à la directive du Parti démocrate chrétien, arrivait à l'ancien président Frey et aux gens de droite qui étaient autour de lui. Et ce sont eux qui ont créé un journal, par exemple, La Prensa s'appelait-il, et qui ont acheté une radio, la radio Balmaceda. Donc ils sont équipés surtout des médias, et ils ont beaucoup financé le grand journal de droite, El Mercurio, qui est un des grands journaux espagnols, il est presque aussi ancien que Le Figaro, si vous voulez en français, il existe depuis le 19e siècle, mais c'est un journal très conservateur et il a été à la base du coup d'État. Donc, les campagnes de déstabilisation d'Allende ont été organisées à travers ce journal. Et écoutez, tout ce qui est... bon, je pense que je vais parler des choses connues parce que finalement le monde n'a pas tellement changé. Mais le système était très simple pour dire, par exemple, Allende a fait une visite au pays de Pactangán, à l'Équateur, à la Colombie et au Pérou. Et un petit avion avec des policiers civils qui faisaient partie de la protection d'Allende est tombé dans la frontière entre la Colombie et l'Équateur. Donc dans la jungle, ils n'ont jamais été retrouvés. Mais un journal colombien, El Tiempo s'appelait-il, publie une information en mettant de gros guillemets au mot, qu'en réalité, il allait fournir les FARC. Et il apportait des armes de ravitaillement pour les FARC, qui en réalité, ils sont déjà au centre. Les FARC, c'est la guérilla. La guérilla colombienne. Oui. Et alors, les autres... UPI, le United Press International, ne faisait que diffuser cette information qui est parue en Colombie, et au Chili, el Mercurio ne fait que reproduire un communiqué de la United Press International, et comme ça. Et c'était comme ça tout le temps. Donc la technique a été de s'aimer des fausses informations dans le journal étranger, et les journaux chiliens ne faisaient que la reproduire. Donc c'était difficile de... Et il y avait le Mercurio, mais toute la presse était aux mains de la droite, de l'oligarchie. Disons 70%. Il y avait aussi une certaine presse de gauche, mais le Mercurio était le journal de référence, c'était le grand journal. La gauche avait des petits journaux. Alors, les informations passaient dans le sens, à un certain moment, le Chili a voulu nationaliser la ITT, International Telephone and Telegraph, parce qu'il était, finalement, le système téléphonique au Chili était très mauvais, il n'avait pas suffisamment investi. C'est pour vous contrôler. Le marxisme va écouter tous les appels téléphoniques. Les projets d'éducation, c'était pour introduire le marxisme dans les écoles. Un projet de créer une espèce d'état de système
des concertations, ou plutôt d'arbitrage et pour résoudre les problèmes des quartiers, des médiations, ça c'était les tribunaux populaires, comme à Cuba, qui allaient conduire. Et donc, il y avait une campagne, mais c'était tout le temps, tous les jours. La réforme agraire était entourée la présence des guérillas. Et il faisait tout le temps des réunions à la Chambre et au Sénat pour dénoncer des groupes. Il n'a jamais eu de guérillas dans ce sens, mais il associait, disons, les occupations des terres des paysans à des groupes de guérillas qui venaient de Cuba, etc. Cuba était un peu comme le Venezuela aujourd'hui. Et donc, et c'était tout le temps, disons, des campagnes de ce type. Et c'est vrai que c'était très difficile à contrecarrer parce que les gouvernements n'avaient pas des médias pour faire face, en tout cas, de la même taille. Oui, donc grosse pression médiatique déjà. Grosse pression médiatique. Et la crise économique, comme Nixon a boycotté l'économie, disons, on a coupé tous les prêts au Chili. Et le Chili était un pays fort endetté. La dette a été un héritage des gouvernements précédents, mais le gouvernement d'Allende devait payer les services de la dette, faisait à peu près un tiers des revenus en devises de Chili devait être consacré à payer les dettes laissées par les gouvernements précédents. Et en même temps, les prix des cuivres à cette époque-là ont un peu diminué. Les prix au marché international, les cuivres français à Londres. Est-ce que c'était une manœuvre? Peut-être, ça n'a pas été tout à fait établi, mais disons, avant Allende, les prix des cuivres étaient 60 centimes de dollars la livre. Ça se mesure en livres, se mesure en anglais. Et après Allende, ça a passé à 47-48 cents. Mais cette diminution pour le Chili, donc 80% de ses revenus viennent des exportations de cuivre, étaient des millions de dollars en perte. Donc, il y a des boycotts de ce type. Alors, comme d'ailleurs, je disais, les plus démunis pouvaient acheter un peu plus, notamment des aliments, l'année 72 commence à manquer certains aliments. Et la viande disparaît, on essaye de la remplacer par les poissons parce que chez lui il y a beaucoup de mer. Voilà. Mais parfois l'huile, la farine, les sucres, des choses qui n'existaient pas au Chili disparaissent à certains moments. Et il y a des pénuries et des queues pour acheter ce type de produits. C'est une réalité. Et les marchés noirs, on commence à les retrouver au marché noir, plus cher, et l'inflation se déchaîne sous Si la première année, l'inflation était à 20%, aujourd'hui ça nous semble beaucoup, mais pour le Chili, très peu. Les années précédentes, le Chili était un pays à une grosse inflation, et c'était de l'ordre de 30-35 les années d'avant. Non, 20% c'était une diminution, mais l'année 72, l'inflation a été à peu près de 160%, dont les prix ont presque doublé sous le gouvernement Allende. Mais je dirais, mais même comme ça, elle est désagréable, mais les salaires suivaient. Donc les gens gardaient son pouvoir d'achat. C'est vrai que souvent il fallait faire la queue, il y avait ce type de problème. Mais même comme ça, les plus démunis vivaient beaucoup mieux. Et une autre chose qui est très importante, c'est qu'ils comptaient. Disons, les gens sentaient qu'ils pouvaient exercer une influence sur l'avenir. Et n'était pas simplement que les domestiques d'avant, c'était maintenant un groupe social qui comptait. On traitait autrement les ouvrières et les domestiques. C'était pas quelque chose de négligeable et maintenant on s'adressait à eux comme messieurs. Il se promenait la tête haute, on sentait qu'il comptait, il était un gouvernement, c'était notre gouvernement. Et je pense que cet élément c'est très important parce qu'il n'y a pas que les questions économiques qui comptent. Bien sûr, elles comptent. Il y avait l'inflation, il y avait le marché noir, mais les gens vivaient mieux. Et surtout les pauvres. Mais aussi, pour la première fois, les pauvres comptaient, n'étaient plus quantité négligeable. Et ça, c'est très important dans la mémoire sociale. C'est ça les grands souvenirs du gouvernement Allende. Donc il y a eu les difficultés économiques, mais elles ont notamment été provoquées aussi par le fait que
on a subsidié les syndicats de camionneurs pour faire des grèves. Alors, à partir de, comme tu l'as cité, d'octobre 72, donc on est... Ah, c'est à la fin seulement. Enfin, un an avant. Octobre 72, il y a une première grève générale organisée par la droite pour essayer de renverser Allende. Et c'est intéressant le concept parce qu'il essaye bien de créer des organisations sociales et de mobiliser tout ce qu'il pouvait mobiliser contre Allende. Et comme tu l'as cité, effectivement, les secteurs sociaux les plus sensibles à ça, c'était les camionneurs. Et puis, quelqu'un a bien réfléchi, parce que vous voyez, le Chili, c'est un pays de 4000 km. Et donc, c'est une longue frange comme ça, donc les transports sont très importants. C'est comme si ça allait de la Norvège au Maroc. Exact. Et avec tous les climats qu'il y a. Et donc, une grève des camionneurs, ça pouvait faire, et il l'a fait, et ça pouvait faire bien du mal à l'économie chilienne. Mais en plus, les pilotes, ou une partie des pilotes des compagnies aériennes, les médecins, les ingénieurs, les dentistes, la majorité des médecins, et toutes ces catégories-là, qu'on appelait en espagnol los gremios, sont des organisations corporatives, se mettaient en grève. La moitié des étudiants, disons, parce qu'il y avait des étudiants qui soutenaient le gouvernement, d'autres moitiés pas, notamment des universités de droite, ont fait la grève de camionneurs et ont essayé de paralyser le pays. Et à ce moment-là, intervient quelque chose d'assez important, parce que dans beaucoup d'usines, les patrons disent aux ouvriers, vous savez, on est en grève, il ne faut pas travailler, vous serez quand même payé, mais on arrête pendant ce jour-là. Et dans la plupart des cas, la réaction se dit, il n'y en a pas question. On continue à travailler et on fait marcher l'usine et c'est les ouvriers qui occupent l'usine et continuent à la faire marcher. Donc il y a un documentaire que je vous conseille, il se trouve sur YouTube, ça s'appelle Les Spirales d'Armand Natellar qui raconte très bien cette partie de la chose avec des prises de l'époque, mais finalement il parle dans mai 68 à front renversé, parce que c'est les patrons qui essayent d'arrêter l'économie et c'est les ouvriers qui disent non, nous là, on va la faire marcher parce que c'est notre gouvernement. Et à ce moment-là, on crée des comités, c'est à ce moment-là qu'ils naissent les cordons industriels pour coordonner les ouvriers d'une usine avec l'autre. Et la première grève échoue. Finalement, c'est les ouvriers qui gagnent, ils parviennent à faire marcher le pays, bien qu'elle a fait du tort. Disons, les pertes monétaires étaient importantes, et les problèmes qui suivent, c'est un peu à cause de celle-là. Mais Allende ne pouvant plus, et il essaye d'arriver à un accord avec la démocratie chrétienne, même en faisant des concessions, mais la démocratie chrétienne, en réalité, est contrôlée par les États-Unis et dépend absolument de son financement. Enfin, la démocratie chrétienne est contrôlée par ces secteurs de droite, et ces secteurs de droite dépendent, lui, des États-Unis. Et donc, ils ne vont pas faire une politique contre celle des États-Unis qui les finance. C'est les trames des situations de Chili. Donc Allende introduit des militaires au gouvernement. C'était une manière d'élargir la base. Après la grève des camionneurs, et pour essayer de calmer la situation, il y a 4 ministres militaires, parce qu'il y avait des élections en mars 73, et pour calmer les choses. Les élections ont lieu, c'était des élections parlementaires, avec un bon résultat pour l'unité populaire, 44%. Oui, c'est moins que la moitié, mais on est dans un système présidentiel, donc comme aux États-Unis par exemple, comme dans d'autres pays. Donc au Chili, ça c'était, je pense que c'est le seul gouvernement qui après 300 a eu 44%, les autres en général avaient beaucoup moins. Donc c'était le système chilien. Et à ce moment-là, la droite ne peut pas démettre Allende pour l'accuser au Parlement, il lui fallait 2 tiers, ils n'en ont pas. Et à ce moment-là, il se tourne vers les coups d'État. Il y a une tentative de coup d'État le 29 juin 1973 qui échoue parce qu'il n'y a que quelques unités militaires qui sont impliquées, mais la plupart de l'armée ne suit pas. Il y a eu d'ailleurs un mouvement dans la marine important, c'était l'objet de ma thèse, pour essayer d'éviter les coups d'État. Mais finalement, il y a une loi qui passait qui permettait aux militaires de perquisitionner les endroits où ils pensaient qu'il y avait des armes, et ils perquisitionnent pratiquement tous les usines, les locaux syndicaux, enfin ils se tournent contre la gauche. Et puis il y a les coups d'État, le 11 septembre 1973, où pratiquement toute l'armée, enfin l'armée de terre, la marine, l'aviation, etc.,
et se tourne contre le gouvernement. Et là, le gouvernement comprend qu'il n'a plus de force, et donc Allende n'appelle pas à une grande mobilisation. Il fait son dernier discours, qui est très beau, mais c'est un discours d'adieu. Et après ça, il résiste avec sa garde au palais. Et je pense qu'il s'est suicidé, bien que là, il y a des choses qui ne sont pas, en tout cas, tout à fait claires, mais enfin, mais il décide de ne pas se rendre. Donc les militaires demandent de ne pas se rendre, et il meurt parce qu'il y a coup d'État. De ne pas se rendre et de ne pas s'exiler. Et de ne pas s'exiler, exactement. Et il est mort, enfin, suicide ou pas, mais en tout cas, la mitraillette à la main, non? Et il a participé au combat. Donc il a résisté au palais, oui. Tout ça est exact. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il met fin. Et après ça, il n'y a pas une passation légale, parce que les militaires voulaient une lettre en démissionnant, comme ça ils savaient légalement les pouvoirs. Non, ils ont pris les pouvoirs par assaut, et en provoquant la mort du président élu. Et voilà, c'est comme ça qu'il termine cette expérience. Donc il termine par la force, parce que finalement l'armée chilienne a suivi les États-Unis dans ses projets. Mais enfin, je pense que ça reste une très belle expérience, et on a des leçons à tirer. Comme quoi, si on veut une grande participation populaire, il faut que l'État dispose des biens, dispose de ses revenus, et ces revenus permettent de financer des services sociaux comme les écoles, comme les pensions, comme la santé, comme la culture, et je pense que c'est ce qui reste de ces gouvernements. Oui, et surtout la grande leçon, à l'envers aussi, que les changements ne peuvent venir qu'avec une grosse mobilisation populaire active. Oui. Ah, bien sûr, mais ça il y en a eu, hein, et là il y a eu une grosse mobilisation. Il y a aussi des erreurs, par exemple, mais je ne vais pas... Je ne sais pas si on peut entrer dans les détails. Quand l'arrestation, il y a des marins qui ont été arrêtés avant le coup d'État, des marins opposés au coup d'État par la marine, et je pense que le gouvernement ne les a pas suffisamment défendus, enfin, mais qui ne commet pas d'erreur. Donc, tu parles des erreurs stratégiques qui auraient pu empêcher le coup d'État, c'est ça? Oui. Une erreur aussi, c'est que Allende voulait convoquer un référendum au début de son mandat pour changer la constitution et imposer déjà, obtenir les institutions qu'il voulait. Mais les partis de gauche n'ont pas voulu. C'est ça, hein? Comment? Dont un référendum, dont un référendum qui portait sur En fait, il voulait les droits de dissoudre les parlements, comme ce qui existe en France, comme en France. Et ce qui permettait de convoquer une élection parlementaire. Ah oui. Et au début, aux premières élections qu'il y a eu sous le gouvernement d'Allende, mais c'était des élections municipales en avril 71, la gauche a dépassé les 50%. C'est la première fois qu'une gauche obtient un peu plus que la moitié. Donc là, s'il avait eu de la chance de faire des élections parlementaires à ce moment-là, il était en majorité au Parlement. Et là c'était bien sûr autre chose. Mais enfin, la gauche n'a pas osé, les socialistes voulaient, mais pas les communistes, enfin voilà. Et il y a une division dans la gauche, et finalement, ce référendum n'a pas été convoqué. C'est que maintenant, en les voyant, 50 ans de recul, il fallait les convoquer, quoi. Mais voilà. Là, Pinochet, donc, il prend le pouvoir. Normalement, on va diffuser une photo de ce monsieur pendant la vidéo, avec les grosses lunettes noires. Donc là, c'est l'oligarchie qui revient au pouvoir. Nixon et Kissinger sont contents. Et il a fallu un certain temps avant qu'ils se décident à installer le néolibéralisme, c'est ça? J'aimerais parler de quelque chose qui est arrivé tout de suite après le coup d'État, mais c'est très important en communication. Et j'écris un article qui est paru sur ça au Monde Diplôme aussi, c'est le plan Z. Z comme la dernière lettre de l'alphabet. Et parce que une semaine après le coup d'État, grand titre à El Mercurio, qui était le seul journal admis, gouvernement marxiste organisé un auto-coup d'État. Que s'est-il passé? Les militaires ont perquisitionné dans des coffres-forts, ils ont trouvé des documents disant que le 19 septembre, qui est le jour de l'armée, il y a un grand défilé ce jour-là,
Le 19 septembre, quand les militaires défilaient, des terroristes marxistes avec des Cubains allaient faire une espèce de massacre de l'armée, et Allende allait inviter tous les hauts commandements à un gala à la Moneda, et ils s'étaient allés massacrer, et le lendemain, la République populaire de Chili serait proclamée, ils allaient modifier les drapeaux, mais garder l'étoile, il y avait des détails de ce type. Ah oui. Et, bref, et il y avait des listes comme quoi tous les opposants, les journalistes, seraient exécutés par les marxistes lors de ces sinistres plans Z. Donc, on le rappellera, le 11 septembre, donc, c'est le coup d'État, et le 18 septembre, c'est la fête nationale du Chili. Et ce jour-là apparaît l'information du plan Z, une semaine après le coup d'État. Et le 19, il y a un grand défilé. Donc et les matraquages, mais bien sûr, personne ne peut contester. On est sur dictature, les militaires contrôlent tout. Et donc, insiste, et les gens de droite, et ils commencent à dire, vous savez, j'ai un ami dans l'armée qui m'a dit que mon nom était sur la liste, moi aussi, je serais tué, j'ai appris que... Et psychologiquement, c'était très important parce que pour les militaires, même un militaire, on pensait, un caporal, un sergent, bon, pourquoi arrêter ces gens-là qui, à la limite, a décidé politique différente, mais enfin, sinon, c'est un gentil messier. Mais après les plans Z, ces personnes-là, ils voulaient les tuer, lui et sa famille. Donc, donc ils font des gouvernements des êtres abjects. Et c'est les plans 7 qui crée les conditionnements idéologiques qui permettent de torturer et tuer. Mais il en faut un, toujours, c'est important. Donc, et il fallait ces conditions. Voilà. Et ça se répète jusqu'à la fin. Dans tous les journaux, l'histoire des plans 7. Et donc, pour beaucoup de gens, disent, vous savez que les militaires font, il est vrai, quelques exactions, mais enfin, ils ont sauvé le Chili des plans 7 qui étaient 1000 fois pires. Et donc, c'est la grande justification du coup d'État, un grand montage médiatique. Bien sûr, tout était en faux de la A à la Z, il n'a jamais eu une enquête. Et moi, je pense qu'il faut toujours enquêter qui est l'auteur de ce truc-là. On a des indices. Et je pense que ça vient de la mission navale des États-Unis à Valparaiso, parce que c'est à la marine où ça commence à se diffuser cette idée du plan 7. Et on a copié, il y a eu quelque chose de comparable lors du coup d'État au Brésil en 1964. Donc ce n'est pas la première fois qu'il a inventé un plan sinistre pour justifier une intervention. Et je pense que ça mérite aussi un colloque, enfin je n'ai pas eu le temps de le faire, mais une étude universitaire pour comparer ces plans sinistres qui ont justifié des coups d'État. Lors de la guerre en Yougoslavie, il y a eu une opération fer à cheval aussi qui a justifié l'intervention de l'Allemagne et de l'Autriche. Enfin, ces montages qui justifient des choses. Mais enfin, il y a les Chili, l'opinion chilienne est vraiment matraquée pour les plans Z, et les militaires ont sauvé les Chili des plans Z. Et ils ont tout permis, parce que ces gens-là voulaient tuer des honnêtes personnes, ces enfants, c'était des criminels. Voilà. Et peut-être, oui. Ça fait des ennemis, des bêtes féroces, voilà. On peut taper sans pitié. Et donc, justement, tu peux nous illustrer un peu ce que représentait la dictature militaire de Pinochet, qui s'est répétée dans beaucoup de pays de la région? C'est effectivement, comme il y a un grand mouvement populaire, elle est extrêmement violente, et toute personne ayant des idées de gauche, ayant participé dans ces manifs, avait risqué d'être minimum arrêté et torturé. Donc, comme il y avait tellement de prisonniers, les premiers grands centres de détention est le Stade national. C'est un gros stade où on met plusieurs milliers de prisonniers qui ont été quelques mois. Et ensuite, on commence à créer du stade de foot, des stades de foot, les grands stades du foot à Santiago. Ça, voilà. Et où on commence à concentrer les prisonniers à cet stade, dans des casernes, dans d'autres types d'écoles, puis dans certaines îles au sud de Chili. Donc il y a à peu près, selon les enquêtes qui ont été faites par la suite, un peu plus qu'un millier de centres de détention. Et la plupart des gens qui ont été arrêtés ont eu au minimum de mauvais traitements, quelques coups, et beaucoup ont été soumis à des tortures systématiques. Mais les militaires au pouvoir ont dans sa tête que l'ennemi est dans l'intérieur du pays. Je ne me souviens pas, la théorie de l'ennemi interne. Donc ils sont en guerre contre un ennemi qui existe à l'intérieur du pays. Et pour obtenir des informations sur ces ennemis, c'était un peu comme la France a fait en Algérie. Et c'est de là qui viennent des exemples aussi.
Et pour combattre ces ennemis, l'information est importante et la torture est un instrument pour obtenir l'information. Et donc, il crée un réseau de prisons clandestines. Et quand je dis clandestines, c'était par rapport à leur propre légalité. Parce qu'il y avait deux grandes catégories de prisonniers, tous maltraités peut-être, mais ceux qui étaient reconnus. Son nom sortait dans ces listes, on savait qu'il était quelque part, avec un peu de chance, les familiers pouvaient avoir de nouvelles, l'espoir qu'un jour il sortirait. Enfin, sa détention était reconnue. Mais ceux qui étaient arrêtés, et puis plus de nouvelles. On les disparus. Les détenus disparus. De là, et ces gens-là, en réalité, étaient dans un réseau de prisons clandestines. Aujourd'hui, la principale à Santiago est un centre de mémoire. C'était un ancien resto italien, mais bien à l'est de Santiago. Et il a gardé son nom. Ça s'appelle Villa Grimaldi. Et c'était le nom qu'il avait quand c'était un resto un peu à l'extérieur de Santiago. Et puis une autre prison clandestine, c'est la colonie allemande. Oui, là aussi, effectivement, il y avait une secte religieuse allemande, mais avec un fond nazi, qui avait acheté des terres... C'est un ancien nazi. Oui, qui avait acheté des terres, disons, 600 km, 400 km au sud de Santiago, et qui avaient beaucoup de pouvoir dans la zone et qui ont contribué au coup d'État. Et là aussi, ils ont accepté des prisonniers. Apparemment, beaucoup de disparus ont disparu là. Et donc, ils ont participé aux tortures. Donc, ça donnait un film, hein, Colonia, avec Emma Watson, oui, assez bien fait. Donc là, et bien d'autres, en espagnol il y en a un sur... Oui, mais celui-là c'est un film hollywoodien, donc, voilà, que beaucoup de gens ont vu. Et là on voit vraiment la terreur qui a été instaurée à ce moment-là. Et donc ça c'est en gros une dictature où finalement la dictature essaye de terroriser à tel point pour décourager toute opposition. Mais alors là, tu l'as rappelé, et ça a duré, dans le fait qu'on pouvait disparaître. Et là, la dictature décidait ce qui était censé dangereux disparaissait. Sont les dictatures. Aujourd'hui, on sait depuis quand ils ont été, et depuis où ils ont été finalement torturés et puis jetés à la mer. Dans beaucoup de cas vivantes, en fait, droguées mais vivantes. Et on mettait d'ailleurs un rail de chemin de fer ici pour que les corps tombent, parce que les premiers qui l'ont jeté à la mer sont revenus à la surface. Et donc, mais jeté à la mer depuis les avions. Depuis des hélicoptères. C'était, en Argentine, c'était des avions. Ah, oui. Au Chili, c'était des hélicoptères. Et donc, jeté à la mer, et ça, c'est les disparus. Et c'était en général, la plupart étaient assez jeunes, entre 18 et 25 ans. Dont la plupart sont dans cette tranche-là, et qui étaient les gens qui étaient un futur prometteur, les futurs dirigeants de la gauche. Ils ont voulu exterminer ces catégories de personnes. Et ça, avec le soutien de toute la droite politique et de la droite de la démocratie chrétienne. Parce que aujourd'hui, ils disent qu'ils ne savent pas, mais non, tout le monde le savait. Voilà. Et alors... Donc les premières années étaient bien sûr les plus dures et par la suite, c'est, comme il a rappelé, ils ne savent pas très bien quoi faire sur le plan économique. Donc il y a une tendance qui est, disons, fasciste mais étatiste, un peu comme Franco. Il voulait des entreprises publiques. Oui, comme Hitler en fait. Comme Hitler. Fascisme classique, on va dire. Mais le modèle là était Franco. Et vraiment, il l'admirait plus qu'Hitler. Et là arrivent les Chicago Boys. Il y avait des profs de l'université catholique qui avaient fait ses maîtrises ou doctorats aux États-Unis et ils font venir à son maître à penser qui était Milton Friedman. Et dans une réunion qui a eu lieu à Viña del Mar en 1976, ils vont convaincre Pinochet en lui expliquant que c'est naturel, que l'offre et la demande, c'est laisser la société jouer, enfin voilà. Et finalement, c'est cet argument qui l'a convaincu. Pinochet accepte qu'il prenne les rênes de l'économie. Non sans problème avec d'autres militaires. Par exemple, il a dit finalement limoger les chefs de l'aviation qui ne voulaient pas de ça. Mais finalement, les Chicago Boys vont s'imposer. Bien sûr, maintenant, les interviewés, ils disent qu'il ignorait tout sur les violations des droits de l'homme. Personne n'ignorait ça et tout le monde le savait. Et maintenant, il ne pensait qu'à l'économie, à pas autre chose. Enfin, maintenant, personne ne savait à cette époque-là.
Et puis, voilà, bon, on ne fera pas l'histoire de la dictature, mais disons que 10 années plus tard, disons, il a fallu 10 années pour se reconstituer, il a commencé à avoir des mobilisations sociales assez importantes, les journées de protestation. Pinochet doit céder des terrains, il commence à apparaître une certaine presse d'opposition. C'était en général des presses qui existaient déjà, qui avaient une existence légale, mais qui se sont agrandies en importance. Donc c'était plus difficile de les supprimer, mais les directeurs ont été arrêtés des milliers de fois, on s'était suivis, mais enfin, de manière héroïque, il y a eu une presse d'opposition. Et il y a un paradoxe, il y a eu plus de pluralisme dans la presse au Chili les dernières années de Pinochet qu'aujourd'hui. Et grâce à cet élan populaire, et puis finalement Pinochet doit accepter une élection, un référendum en 88 qu'il va perdre. Il convoque des élections l'année suivante, et puis un démocrate chrétien qui est élu, mais c'est un des démocrates chrétiens qui a soutenu le coup d'État. Donc le Chili, donc, il y a eu le coup d'État en 1973. En 1980, Pinochet rédige sa constitution. Et en 1990, il restaure le pouvoir, mais dans un pays avec vraiment très néolibéral, qui va rester très néolibéral. Qui va rester très néolibéral, et il reste chef de l'armée pendant 8 ans. Jusqu'à son séjour à Londres. Donc Pinochet, c'était immédiat pour tout le monde, Pinochet était le chef de l'armée les 6 ou 7 premières années de gouvernement élu. Donc c'était des gouvernements que ont approfondi le néolibéralisme. C'est vrai, il n'y avait plus de torture, plus de torture comme politique d'État. Il n'y avait plus de prisons clandestines, ce type de choses. Il y a eu des cas ici et là, mais c'était des cas plutôt exceptionnels, comme ça peut arriver ici aussi. Mais à part ça, il y a eu une élan des universités privées, l'enseignement est très cher et payant, etc. Les ports ont été privatisés après la dictature, et une des pires des choses, je dis toujours ça, mais qui a été fait, c'est que les 5 mines de cuivre nationalisées par Allende sont toujours publiques. Et ils continuent à donner beaucoup d'argent à l'État chilien. Mais depuis lors, il y a 6 nouvelles mines de la même taille ou même plus grandes que les 5 mines nationalisées par Allende qui ont été découvertes. Et ces 6 nouvelles mines ont été privatisées. Et privatisées après 1990, donc par les gouvernements élus. Et ça, je pense que c'était la bêtise, ou pire que ça, mais ça, je n'ai pas les preuves. Mais en fait, le Chili sait produire et sait vendre le cuivre parfaitement, il le fait depuis 50 ans et il le fait bien. Donc pourquoi privatiser? C'est ce que l'État pouvait faire. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces ministres? Quels moyens on a utilisés? Je pense que toutes les hypothèses sont possibles, je ne vais pas dire ça. Il y a la corruption, ou bien simplement le fait que l'idéologie néolibérale s'est vraiment emparée du régime. Ils croyaient à la main invisible, et c'était des croyants au néolibéralisme, il y a eu peut-être aussi d'autres choses, enfin voilà. Mais le fait est que les 6 nouvelles mines de cuivre, donc jusqu'à 1990, l'État chilien produisait à peu près 80% du cuivre qui était produit au Chili, le reste c'était des petites mines. Aujourd'hui, l'État chilien produit 28 à 30% du cuivre qui est produit au Chili. Bien que la production globalement a augmenté. Mais si les 6 mines privées seraient publiques, le Chili pourrait financer l'éducation, la santé, etc. Tous ces frais. Oui, donc dans la constitution de Pinochet, il y a eu le principe de subsidiarité, c'est ça? Oui, c'est pas indiqué, mais c'est implicite finalement que l'État ne peut faire que ce que les privés ne font pas, et tout le reste, il faut le laisser aux privés. Donc ça interdit les services publics et... Enfin, ça donne la liberté des parents de choisir l'éducation qu'ils souhaitent pour l'enfant, qu'ils peuvent payer. Ou ça donne la liberté de choisir les types de santé, si tu veux des assurances privées ou quelque chose de public. C'est toujours formulé de cette manière-là. Tu as la liberté de choisir les systèmes de pension publics ou privés que tu veux faire. C'est un choix. C'est toujours proposé de cette manière. Bien sûr que ce n'est pas un choix, il faut avoir les sous, sinon si on ne l'a pas, on doit rester. Mais c'est présenté de cette manière-là dans la constitution de Pinochet, qui n'est plus exactement la constitution de Pinochet. Je tiens à dire. C'est vrai qu'en 80, c'est lui qui l'a fait. Mais en 2005, il a été modifié par un président qui a une carte de membre au Parti socialiste, mais je pense qu'on peut les comparer à François Hollande. Je parle de Ricardo Lagos,
qui a changé 2 ou 3 choses. Il a éliminé la signature de Pinochet et il a mis sa signature. Et donc la Constitution porte maintenant la signature de Ricardo Lagos, qui a fait 2 ou 3 retouches, il a éliminé les sénateurs désignés, et c'est la Constitution actuelle. Donc c'est la Constitution de Pinochet et Lagos, pour le dire exactement. Et donc il y a eu, il y a 3 ans, un grand mouvement social au Chili. Tu peux en parler un peu ? En fait, c'est le 2e grand mouvement social. Pour dire, il y a eu un premier grand mouvement social en 2011 qui était contre l'éducation du marché, pour le dire. Parce que bien sûr, jusqu'à maintenant, les parents ont la liberté de choisir l'éducation qu'ils veulent à leurs enfants. Traduction de celle-là, et toute université au Chili, les publiques et les privées, sont payantes. Et quand je dis payante, c'est par exemple faire le journalisme, c'est 4 000 € l'année. Faire la médecine, c'est 6 à 7 000 € l'année. Et bien sûr, l'immense majorité des familles chiliennes ne disposent pas de cette somme d'argent. Mais il n'y a pas de problème, ils ont la liberté de contracter un prêt avec aval de l'État pour financer l'éducation, ou l'enfant lui-même, il peut s'endetter. Donc la plupart des étudiants chiliens, en fait, ils sortent de l'université endettés et c'est des dettes de l'ordre de 20 25 000 €, donc les prêts qu'ils ont contractés pour financer ces études. Et donc, il y a eu un grand mouvement social contre ça en 2011. Et un peu par hasard, j'étais là, j'étais prof invité à l'Université de Chili, donc j'ai participé dans les manifs, et c'est important parce qu'avec un soutien social énorme, même des gens très conservateurs et des droites qui avaient soutenu Pinochet disaient « mais quand même les universités sont trop chères ». Donc il fallait un peu plus d'État. Parce que dans un couple, même des secteurs moyens, en général, un travaille pour la maison et l'autre travaille pour payer un peu l'éducation des enfants. Et donc, ça devient un poste majeur, donc un enseignement un peu plus... Et ça, des universités, mais c'est un peu la même chose, l'éducation fondamentale et l'éducation secondaire, c'est aussi les bonnes écoles sont payantes et très chères. Et donc là, les grands slogans, c'était une éducation publique, gratuite et de qualité. Et un des leaders de ces mouvements était l'actuel président de la République, Gabriel Boric, avec d'autres. Et là, c'était des manifestations énormes avec un grand soutien, un mouvement qui s'est soutenu. Mais finalement, la seule chose qu'ils ont obtenu, le système n'a pas changé, c'est d'augmenter un peu les bourses. Il y a des étudiants les plus pauvres, on des bourses, mais on ne change pas le système d'universités privées payantes. Ça veut dire qu'il y a un système d'accréditation des universités pour contrôler un peu la qualité, mais tout le monde sait, c'est l'évite. Au Chili, il y a maintenant une 60aine d'universités. Et tout le monde sait qu'ils sont les bons et les mauvais, et si on sort des mauvaises universités, on n'aura pas de travail. Et c'est qui est vicieux parce qu'il y a des gens, et en général des gens modestes, qui se sont endettés, ont payé, et puis... Et donc c'est les pièges de ces universités privées. Oui, donc dans le CV, c'est pas ton diplôme ou quoi, c'est dans quelle école primaire tu as été, dans quelle école secondaire tu as été, et dans quelle école supérieure tu es sorti, et tout le monde sait quelles sont les bonnes et quelles sont les moins bonnes. Alors, ensuite, je viens à ta question, c'est vrai qu'après ça, en 2019, il y a un gouvernement de droite, et ça commence avec une augmentation du prix du billet du métro. Et une augmentation de plus, et c'est les étudiants qui commencent encore une fois, ils passent en payer, c'est les lycéens, donc ils sortent le tourniquet du métro. Et ensuite, il y a une manifestation monstre. Santiago, aujourd'hui, c'est une ville d'à peu près 6 à 7 millions d'habitants, mais il y a eu à Santiago une manifestation d'1,2 million personnes, c'était du jamais vu, et autant dans les autres villes du pays. Mais avec toutes sortes de revendications. Donc ce n'est pas un mouvement unifié, il n'y a pas une convocation unifiée, il n'y a pas un parti politique qui les convoque exactement. Et là, il y a des parallèles avec les Gilets jaunes. Je dirais les principaux composants étaient le féminisme. Il y avait beaucoup de revendications féministes.
Ensuite, les drapeaux des peuples originaires, les Mapuches au Chili, qui sont une nationalité opprimée, disons-le de cette manière-là, et qui a été victime de racisme pendant longtemps, qui existe au sud du Chili. Mais aussi... C'est environ 15% de la population, les Indiens. À peu près, oui. Un mouvement contre le système de pensions privées, qui a commencé à donner ces pensions, les gens qui ont cotisé tout le temps, ils ont des pensions extrêmement mauvaises. Parce que c'est un système comme un compte épargne qui réunit un capital, et puis une fois qu'on arrive à la pension, il organise... oui, c'est la retraite par capitalisation, comme on l'appelle. Ouais. Mais même si on a bien cotisé, les retraites sont très mauvaises, point de vue. Et le Chili, c'est un des pays où on travaille le plus longtemps, je crois, dans le monde. Écoute, disons mes collègues, profs d'UNIF, j'ai beaucoup de gens 70, 75 qui continuent à travailler parce qu'ils disent avec ma pension privée, je ne peux pas. Et donc, beaucoup de gens sont pratiquement forcés à continuer à travailler. Et parce qu'on a des prêts, parce que voilà. Et alors, il y a, ça c'est aussi un composant important de la manifestation, revenir à un système par répartition et finir avec le système par capitalisation, disons. Ensuite, je dirais un système sur les questions de santé. 80% des Chiliens sont dans les systèmes de santé publics, mais qui couvrent peu de choses, et 20% sont dans les assurances privées. Selon la Constitution, qui ont la liberté de s'associer, voilà, de contracter une assurance privée. Mais entre parenthèses, aujourd'hui, ces assurances privées sont en faillite et ils veulent une intervention de l'État pour les sauver. Mais bref, ces systèmes aussi ne tiennent plus, autant que tout le monde cotise dans la même caisse. Je dirais, c'était en gros les... Et puis, on montait un peu les salaires minimaux, parce que les prix des Chili, souvent, sont un peu comme ici. Mais les salaires minimaux est actuellement de quelque chose comme 350 €. On ne peut pas vivre avec ça. Et donc il faut se mettre à des, il faut s'endetter. Et beaucoup de gens gagnent dans les 500, 600 €. Ils sont dans cette tranche-là. Et puis on va très haut vers les... Même les parlementaires chiliens sont mieux payés qu'ici, et les cadres sociétés sont aussi mieux payés qu'ici, donc l'écart est très grand. Mais la médiane, si vous voulez, se trouve dans les 600, 700 €, et c'est très difficile de vivre avec ça. Donc les gens veulent aussi une augmentation des salaires. Oui, mais il y a une donnée qui m'a vraiment interpellé. Donc beaucoup de gens vivent avec les cartes de crédit. Quand on va faire les courses, exactement, c'est tout avec des cartes de crédit. Et j'ai un peu regardé les statistiques. En fait, la dette publique chilienne est très basse, mais le Chili est un pays où les ménages sont les plus endettés. Donc ils sont 10 fois plus endettés qu'en Argentine, qui est le pays qui est à côté. Si tu veux jeter une chemise comme celle-là, on te demande combien de quotas vous voulez les payer. Et les gens ont l'habitude de payer ça, et donc de s'endetter. Et alors, la grande surface touche aussi les intérêts. Donc il ne fait pas simplement les profits de vendre une chemise, il fait les profits et il a les intérêts. Dans le Chili néolibéral, on privatise même la dette. Oui. Même la dette, c'est les ménages qui sont endettés au lieu de l'État. Alors, et c'est un peu, les gens voulaient plus de dignité, un mouvement contre tout ça. Et finalement, les mouvements étaient assez forts, mais il fallait peut-être passer en revue, parce que finalement, c'est pas bien fini, hélas, mais c'était un mouvement assez fort, mais à certains moments, les mouvements étaient tellement importants que les gouvernements pouvaient tomber. Et il y a un accord dans la Chambre, dans les parlements, signé à peu près par tous les groupes, sauf le Parti communiste, et qui finalement accepte la convocation d'une assemblée pas constituante, d'une convention constitutionnelle. Et le changement du nom est très important. Parce que la grande revendication était une nouvelle constitution de tous les mouvements, ça je ne l'avais pas dit. Et alors la grande revendication est accédée et il y a un référendum si on veut, est-ce que vous voulez une nouvelle constitution? C'était une question, une autre question, si vous voulez une nouvelle constitution, est-ce qu'elle doit être faite par une convention mixte, moitié parlementaire, moitié élue, ou une convention entièrement élue? Alors, les référendums alliés, 80% des Chiliens veulent une nouvelle constitution et
presque autant veulent que ce soit entièrement élu, l'Assemblée. Mais voilà, les limites sont importantes. La Convention, et ça c'est la différence avec l'Assemblée, ne pouvait décider que par 2/3. Ne pouvait prendre, et ne pouvait pas prendre de décisions qui enfreignent les traités internationaux. C'est très important parce que ça veut dire que les traités internationaux ont un rang supérieur à la Constitution. C'est ça. Ça a été décidé au départ par le Parlement. Par le Parlement, par toutes les forces, y compris par les votes de l'actuel président Boris qui a voté pour. Et, disons, il y avait d'autres limites, comme ça doit être une république, mais c'est des choses qui posaient moins de problèmes. Mais les deux questions essentielles, c'est décision pour 2/3 et on ne peut pas enfreindre les traités internationaux. Et le Chili a signé une quarantaine de traités de libre-échange qui donnent des droits aux multinationales. Ce qui veut dire que les traités de libre-échange sont plus importants que la Constitution. Donc là, je pense qu'il y a une matière importante. Et donc, bref, l'Assemblée a été élue. La gauche, pourtant, même s'il y avait une myriade de listes de gauche, je pensais que la gauche serait battue à cause de ces divisions, mais non. Et ils parviennent à élire quand même un nombre significatif, mais pas les 2/3. La droite a moins qu'un tiers, mais il y a quand même beaucoup de socialistes libéraux qui, dans certains cas, votent avec la droite. Mais bref, ils produisent une nouvelle constitution. Ce qui est important, c'est qu'il y a 40% d'élus indépendants dans cette convention constitutionnelle. Oui, qui ne faisaient pas partie des partis politiques. Mais ils produisent une constitution, bon, là je donne mon avis, j'ai voté ici, je pouvais voter, les Chiliens à l'étranger pouvaient voter, j'ai voté pour. Mais je l'ai trouvé assez mal rédigé en tout cas. C'était une constitution très longue, il y avait 400 et quelques articles, et très répétitive. Et trop féministe à mon avis. Et les femmes pouvaient être, toujours devaient être la moitié, et pouvaient être plus que la moitié. Les hommes ne pouvaient être que la moitié au maximum, ce qui était déjà un peu trop. Et donc ça commençait à produire des rejets dans ce sens. Bon. Elle reconnaît l'avortement, ce qui a mis les évangéliques et l'Église catholique contre. Mais ça c'était une question tactique, je ne suis pas contre, mais est-ce qu'il fallait les mettre à la Constitution, parce que ça a mis dedans une grande partie de la société. Elle était ambiguë sur les autonomies des peuples autochtones. On réclame qu'il pouvait avoir des autonomies, mais ce n'était pas clair, et la droite a fait toute une campagne sur ça en disant que les Indiens auront plus de droits que les Chiliens, parce qu'ils pouvaient avoir une certaine justice autonome, une certaine autonomie. Et sur le plan libéral, je l'ai trouvé, les plans économiques, je l'ai trouvé assez libéral. Les droits des propriétés étaient, il n'y avait pas de modifications fondamentales. Il y avait de bonnes choses, ça, comme les référendums d'initiative populaire. On pouvait, si on réunissait autant de signatures, imposer la discussion d'une loi. Il n'y avait pas de nationalisation ni de cuivre ni de lithium. La question a été votée à l'Assemblée, mais il n'y a que 40% de ceux qui sont strictement à gauche qui ont voté pour la renationalisation des cuivres. Tous les autres ont voté contre. Donc, même j'ai vérifié ces votations, au Parti socialiste il y avait 7, il n'y a que 2 qui ont voté pour, 5 contre. Au front élargi, les partis de l'actuel président de la République, même proportion. Il n'y a que la gauche qui a voté pour. Et donc ça n'a pas passé. Et, sur la réforme de l'État, finalement. Et bref, cette constitution est soumise à un référendum, c'était en septembre de l'année passée, et elle est rejetée à 62%. Pourquoi? Vous allez poser la question. Je pense qu'il y a plusieurs causes. La première cause, c'est c'était un vote sanction contre l'actuel gouvernement, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir de l'actuel président Boris, il était le leader d'un grand mouvement social. Donc, pendant la révolte, il y avait un gouvernement de droite, oui. D'accord, qui, donc, pendant la révolte, dans le Parlement, comme la révolte était vraiment très très forte, le pouvoir a eu très peur, et tout le Parlement, partis de gauche confondus, à part le Parti communiste, ont concédé ce processus constituant, on va dire, oui. Hein, c'est ça. Donc, où il y avait beaucoup de pièges, presque tous les pièges ont été faits. Donc, pendant un an, il y a une assemblée, la convention constitutionnelle très progressiste qui a fait le truc.
Et entre-temps, il y a un gouvernement, on va dire une coalition de gauche qui a remporté les élections. Donc Boric, qui était dans les mouvements étudiantins de 2011, est devenu président. Oui. Et donc, ce Boric, il a fait quelques bêtises, c'est ça? Boric portait l'espoir du mouvement, des grands mouvements de 2009, de 2019. Et par exemple, des mesures symboliques, et il y a jusqu'à maintenant, je lis, des gens qui ont été arrêtés pendant la révolte sociale, accusés à tort ou à raison d'avoir, par exemple, lancé une molotov contre la police, ou des choses de ce type. Il y a, je rappelle, et ça se ressemble aussi beaucoup à la France, la police tirait aux cieux. Et il y a plusieurs personnes, 400 personnes qui ont perdu au moins un œil, et ils tiraient des trucs de caoutchouc, mais si ça tombe sur un œil, on les perd. Et certains qui ont perdu les deux. Et donc des gens qui ont été aveuglés par la police. Et il y a eu très peu de sanctions. Il y a quelques policiers qui ont reçu des sanctions. Et des gens qui ont été arrêtés. C'est vrai qu'il y a des gens qui jetaient des pierres à la police et qui tiraient et qui parfois jetaient un molotov. Mais il y a des lois antiterroristes héritées de la dictature, comme quoi ça c'est la pire des choses. Et il y a des gens qui ont été arrêtés, disons, en 2020, et qui sont jusqu'aujourd'hui arrêtés au pire des choses parce qu'ils ont lancé une molotov. Ça fait 300. Et c'est toujours en prison préventive. Bon, ce que les mouvements attendaient de Boric, c'est gracier tout le monde, tous les prisonniers de la révolte, comme Allende a fait. Hein. J'ai commencé avec Allende, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai dit maintenant. Allende, dès qu'il est arrivé la semaine suivante, a gracié tous les gens qui ont été poursuivis parce qu'il avait braqué des banques par des motifs politiques ou parce qu'il avait participé à l'entraînement militaire. Et tous les militants de gauche qui étaient poursuivis ont été graciés tout de suite. Et Boric n'a fait rien de pareil. Oui, il a gracié à un certain moment 10, la droite a fait un scandale, il n'a pas osé continuer. Donc Boric a été élu il y a un an, c'est ça plus ou moins, non? Oui, il y a un an, et les gens attendaient une grâce à tous les prisonniers de la révolte, et certains sont toujours en prison, et non. Et voilà, bon, première chose qu'on s'y attendait. Je m'attendais d'autres choses, je suis la question médiatique, par exemple, il y a les principaux journaux chiliens de gauche à l'époque d'Allende qui s'appelait El Clarín, a été confisqué par les militaires, mais son propriétaire était un Espagnol exilé au Chili depuis la guerre civile espagnole. Víctor Pey s'appelait-il. C'était un ami, il est mort en 2008 à 103 ans. Et Víctor Pey était le propriétaire de ce journal. Et il a entamé des procédures en justice pour être indemnisé. Mais il a dit, l'argent c'est pas pour moi, c'est pour refaire un média progressiste. Et il en faut en Chili parce qu'il n'y a que des médias conservateurs. Eh bien, Boric en étant député, avant d'être député... Oui, tu as dit qu'il y a moins de pluralisme maintenant que... Oui. À l'époque de Pinochet. Oui, et voilà une manière de le faire. Boric a fait un beau discours en disant qu'il fallait indemniser Víctor Pey, qui a légué ses actions, les actions du journal à la Fondation Salvador Allende d'Espagne. C'est là les sous. Il y a toujours le projet de faire un grand journal, un média progressiste. Et aujourd'hui, en tant que président, il ne veut pas entendre parler de ces dossiers-là, il n'ose pas, et il faut simplement signer le chèque. Le Chili a été condamné, et il faut simplement que le Chili accepte, disons, exécute la condamnation d'un tribunal espagnol. C'est 540 millions de dollars. Avec ça, il y a moyen de faire un bon journal. Et il ne veut pas. Et donc, et la liste est longue. Hein, disons, il y a une grande déception de ce qui... En politique internationale, par exemple, les gouvernements d'Amérique latine, le Brésil, la Colombie, le Mexique, la Bolivie, sont maintenant pour des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine sans prendre parti dans les conflits. Alors qu'ici, dans la réunion qu'il y a eu il y a peu de temps à Bruxelles, entre l'Union européenne et la CEPAL, Boric voulait une condamnation de la Russie. Il n'est pas tout à fait aligné avec les États-Unis, mais un peu plus que les autres, en disant. Et il n'a pas, et dans 2 ou 3 forums internationaux, il y a eu des discussions avec Lula sur ces sujets-là, des discussions publiques d'ailleurs, qui sont sur Internet. Donc, en politique internationale non plus. Et alors, il y a une grosse déception. Et je dirais,
Pourquoi, je ne sais pas, il faut voir les portraits psychologiques des personnages, mais ça sont les faits. Donc je pense que les votes contre la Constitution, comme la Constitution était associée à ce nouveau gouvernement, c'était une manière de voter contre le gouvernement. Et puis je pense que la droite a fait une très bonne campagne, ce qu'on appelle la campagne de la terreur. Par exemple, il y a eu une signature, pas avec mon argent. Les gens qui avaient cotisé au système de pension privé disaient qu'ils n'acceptaient pas que leur argent soit utilisé pour un système public parce que je veux que mon argent soit héritable. Et là, la droite a fait une belle campagne dans ce sens. Ou en disant que des choses qui étaient fausses, hein, qu'il allait exproprier les habitats des pauvres qui n'étaient plus héritables. Que, voilà. Bon, il y a une campagne de dénigrement. La peur du communisme, ça marche toujours. Oui, sauf que maintenant c'était plus Cuba, on serait comme le Venezuela, c'était avec ces constitutions on deviendrait comme le Venezuela, une campagne de ce type. Mais voilà, et donc, bon, je pense qu'il y a eu ça, il y a eu les votes des évangéliques, il y a eu la déception et les erreurs du projet, parce que la Constitution, j'insiste, quand je l'ai lu, en étant prof et l'habitude de corriger, j'avais envie de commencer et, par exemple, il y avait 4 adjectifs dans chaque fois. Une constitution, c'est un texte juridique qu'on évoque. Et ça implique un mandat juridique. On ne peut pas disperser des adjectifs un peu partout. Donc, parfois, c'était un manifeste, quoi, plus qu'une constitution. Donc, il y avait des problèmes structurels. Hein, et ils ont reconnu ça, et puis ils ont dit oui, mais il faut l'approuver pour l'arranger par la suite. Mais avec la reconnaissance que les projets n'étaient pas très bons. Enfin voilà, et les gens ont corrigé. Et maintenant, il y a une nouvelle assemblée qui a été élue avec beaucoup de votes. Les courants progressistes se sont divisés entre ceux qui ont voté par les gens de gauche en disant qu'on peut toujours faire quelque chose, et ceux qui sont allés voter mais qui se sont abstenus, ou sont votés nuls, pardon. Pas obtenus, qui l'ont fait, voilà, et qui ont voté nul. Il y a eu 2,1 millions votes nuls, alors que d'habitude il y a une centaine de milliers, maintenant il y a eu plus que 2 millions. Et donc maintenant la droite est majoritaire, maintenant ça s'appelle Conseil constitutionnel, les trucs qui est en train de faire. Mais la Constitution actuelle, d'abord le Parlement a mis 12 conditions. Et il faut 2 chambres, il ne peut pas avoir un seul sol. Le Chili est un État unitaire, il ne peut pas être fédéral, il ne peut pas y avoir des autonomies pour les peuples autonomes. Les banques centrales doivent être autonomes. Oui, parce que dans la constitution précédente, on définissait le Chili comme un État plurinational. Oui, plus maintenant. Maintenant, c'est interdit. Voilà. Et par les parlements. Et la régionalisation était très importante, était au cœur du projet. Voilà. Et maintenant, il faut 4 États des sièges, États des États de ce type. Et ceci est rédigé par des experts nommés par les partis politiques. Et cet expert soumet les textes à 50 personnes qui ont été élues, mais qui ne peuvent que les retoucher. Donc ne peuvent pas les... Et là, la droite est maintenant majoritaire. Et apparemment, l'extrême droite veut interdire l'avortement. Enfin, voilà. Mais il y a un nouveau référendum qui est prévu en décembre. Et donc je pense qu'il faudra simplement voter contre. Comme ça, les processus restent ouverts. Parce que le gouvernement va dire sinon, on reste avec la constitution de Pinochet, mais bon, c'est pas pire que. Oui, parce qu'on rappellera que le peuple chilien a décidé à 80% qu'il fallait une nouvelle constitution. Oui. Donc, voilà, la première a été rejetée, mais... La deuxième probablement aussi, et ça reste ouvert. Voilà. Et moi, je pense que... Voilà. Mais maintenant, on vit une situation difficile au Chili, dans le sens il y a des déceptions, sans doute, par rapport à la droitisation du gouvernement et aux frustrations. Et donc, il y a un moment de déception. Mais il y a des mouvements sociaux qui recommencent. Hein. Les profs commencent à revendiquer. Il y a encore un mouvement pour finir avec les systèmes de pension privés, parce que, et ça, ils l'avaient promis aussi, mais ils n'osent pas présenter un projet où finalement ils vont un peu retoucher les systèmes privés, mais voilà, il y aura pas, ça ne va pas changer fondamentalement. Et donc, la lutte continue dans ces... Oui, parmi les composantes de la Constitution qui t'a marqué, et évidemment la droite s'est emparée de cette... donc les médias de droite conservateurs se sont emparés de ça,
c'est l'aspect féministe de la Constitution. On peut peut-être s'attarder là-dessus. Tu as dit que, et ça c'est aussi un reproche que j'ai entendu d'un membre des Gilets jaunes constituants de France, qui a lu la Constitution, qui a travaillé avec des Chiliens d'ici, qui disent que c'était un projet trop identitaire en fait. C'est mon avis. Donc autant pour les indigènes qui ont beaucoup de droits, mais aussi pour les femmes et pour d'autres. Mais les problèmes du féminisme, si je parle du Chili, c'était un féminisme qui critique beaucoup tout ce qui est harcèlement. Et par exemple, il y a beaucoup de cas dans ce sens. Et la violence de genre. Oui, et ce type de violence. Mais je pense que c'est un féminisme qui, dans certains sens, abandonne les problèmes des femmes modestes. Les problèmes des femmes modestes, c'est il y a beaucoup de femmes qui sont mères de famille, souvent célibataires, et qui doivent s'arranger avec un enfant et qui n'ont pas suffisamment de services sociaux qui les aident pour ça. Et à mon avis, l'essentiel des problèmes des femmes porte sur ces questions-là. Et il n'y a pas de réponse à ça. Et beaucoup de ces femmes finissent dans les églises évangéliques parce que finalement là, ils trouvent quelqu'un qui les aide. Alors, c'est par exemple un autre exemple. Dans les systèmes de pension privés qui existent aujourd'hui au Chili, les femmes sont mathématiquement défavorisées parce qu'on réunit un capital. Et à l'âge de la pension, ce capital est divisé par l'espérance de vie. Et l'espérance de vie des femmes est plus longue que celle des hommes, donc les femmes ont moins par mois parce qu'elles sont des femmes. Et je ne vois pas les féministes manifester contre ça. Ou en tout cas très peu. Oui, enfin, quelque part. Et ça, donc oui, contre la violence des genres, voilà, contre l'harcèlement, ce type de choses. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de féminisme, mais je pense que le féminisme qui est passé là, c'était un féminisme qui mettait l'accent là et qui abandonnait les problèmes des femmes d'origine modeste et qui peuvent avoir des problèmes peut-être avec l'harcèlement, mais leur principal problème en tant que femmes, c'est qu'elles sont seules avec des enfants, ils ont besoin d'un État avec des services sociaux pour ça. Donc merci Jorge, on a déjà beaucoup parlé déjà. Est-ce que tu voudrais ajouter un mot de conclusion ? Bien sûr, enfin je suis contente, si vous m'avez écouté jusque-là, merci beaucoup. En fait, je travaille sur le gouvernement Allende parce que je pense qu'une grande partie de son programme a beaucoup d'actualité. Et j'ai fini sur sa conclusion, c'était un gouvernement qui voulait des services sociaux, ce qu'à l'époque on appelait le socialisme. En fait, c'est le protagonisme d'un peuple qui pouvait exercer son gouvernement, mais qui avait des droits sociaux comme les droits à l'éducation, à la santé, à la pension, à la culture, à une habitation digne. Etc. Et pour cela, il faut une société avec des moyens. Et au Chili, c'était les mines de cuivre. Aujourd'hui, on pourrait ajouter le lithium. Mais il faut une société qui dispose des moyens, ce qu'on appelait les richesses, pour pouvoir financer ces services sociaux. Et je pense que ça, c'est les messages fondamentaux qui viennent de ce gouvernement de l'Inde. Créer une économie qui produise des moyens pour que la société puisse garantir des services sociaux et l'épanouissement de tous. Ça, c'est le message du gouvernement Allende. Et qui est très actuel, oui. Et dont on va fêter les 50 ans, donc il y aura quelques manifestations, enfin des activités qui seront organisées pour commémorer ça. Merci beaucoup alors, merci à vous. Maracic. Et voilà, on peut encore continuer, mais bon voilà, on va s'arrêter ici. On retrouvera bientôt d'autres vidéos aussi avec, on l'espère, encore des travailleurs de chez Deleuze dans les prochaines vidéos, mais l'actualité est brûlante pour eux, c'est très difficile et voilà, ils ne peuvent pas facilement se déplacer dans notre studio. On espère quand même avoir quelqu'un. Et puis on va continuer à donner la parole à des gens qui peuvent faire avancer le débat démocratique. Encore merci et n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires pour cette vidéo. Au revoir. Merci.